La dernière fois en live, j'avais react à une interview de Sofia Chikiro sur Radio Nova et j'avais été plutôt agréablement surpris par la façon dont l'interview a été tournée, et cetera. Lui permettait beaucoup plus de dérouler, la façon dont elle avait abordé la question de la fête, et cetera. Et je sais pas si vous avez vu, mais Sofia Chikiro a été invitée par Sam Zira. Du coup, on va regarder ça avec Raz. Voilà, c'est notre petit moment homosexuel dans Insoumis. Parce qu'on aime bien les interviews de Sam Zira en général. Bonjour Sofia Chikirou. Bonjour Sam. Sofia Chikirou, tu es une figure incontournable de la France insoumise et candidate à la mairie de Paris pour un nouveau pari populaire dont on va parler dans quelques instants. Dans un premier temps, je voulais ouvrir cette interview chez Zira avec ce qu'on voit. En gros, j'ai envie de parler de ton image. Je voulais savoir, Sofia, quelle image as-tu de toi déjà? Ah, l'image que j'ai de moi-même. Moi, c'est ça que j'aime bien avec les interviews politiques de Sam Zira, c'est qu'il pose toujours des questions qui sont pas des questions traditionnelles d'intervieweurs politiques, mais du coup, ça place aussi les interviewés dans une position d'être dans un autre type de storytelling et tout. Ouais, le côté un peu deep et tout. Comment tu te vois? Je me vois comme une petite souris. Ah, une souris. Oui, Pourquoi? parce que je marche vite, je suis toujours en train de faire quelque chose, je suis toujours affairée. Donc, je suis quelqu'un qui dépense Merci beaucoup Spinner. d'énergie. C'est déjà exceptionnel, oui, je suis déjà trop heureux. Quelle goutte. Je suis une Je suis une petite petite souris souris. parce que j'ai mes petites papates et que je cours très très vite, que je vais partout. C'est elle sur le dessin de Plantu. Et quelle image tu penses que les gens, les autres, ont de toi? Alors attends, parce que c'est une chose de penser à ceux que tu côtoies, qui sont dans ton environnement, la façon dont ils ont de te percevoir. C'est vrai, il y a la perception des proches, ceux qui Voilà. t'aiment. Et puis après, il y a autre chose qui est la construction qui est faite par l'interprétation médiatique, Oui. qui est quand même un filtre ou enfin, c'est un média, donc un intermédiaire qui donne à voir ce qu'il a envie de donner à voir. C'est pas la même chose. Si tu m'interroges sur comment me perçoivent les gens qui me côtoient, les gens qui m'entourent, il y a une vraie différence entre ceux-là, la façon qu'ils ont de me voir et qu'ils me disent, hein, Ouais. et ce que je lis dans la presse me concernant. Eh ben on va commencer par tes proches, ceux qui t'aiment, ceux qui te connaissent vraiment, ceux qui sont censés te connaître vraiment. Ils te voient comment? On me dit très souvent que je pense que pour ma famille, pour mes proches, je suis un point d'appui. Je suis une personne qui fait, qui prend en main les choses, c'est moi qui organise les fêtes de famille, je vois le genre de truc. On peut compter sur toi. J'adore. C'est vraiment la tata. From control freak, tout point d'appui. Je suis Ah. une petite souris, j'aime pas les têtes. Non, arrêtez. Je suis un élément dans le groupe, que peut être la famille, les amis, etc., qui va prendre des initiatives et organiser les choses. Donc les fêtes d'anniversaire, je peux organiser, etc. Donc je suis un élément autour duquel on va organiser, on va se rassembler, se réunir. On va compter sur moi. J'adore parce qu'au final, même la vie qu'elle a sur elle dans le perso, de l'organisatrice, la fer de lance, etc., tout cet imaginaire-là va avec le rôle qu'elle a toujours eu au sein de la France insoumise, tu vois, un peu bulldozer, quoi. Oui, ça Tu correspond vois, à dans le ouais. privé, c'est celle qui a l'initiative, et en politique, c'est celle qui enfonce un peu les portes, quoi. Ouais, de fond. J'ai des amis qui me disent ça ou des gens qu'on peut venir me parler et trouver du réconfort, du soutien. Côté daronne, non, plutôt côté tata, je trouve. Elle a vraiment une énergie tata. C'est vraiment un peu en mode, voilà, la tata qui organise les anniversaires, à qui on va voir pour des coups de main, et cetera. Tu sais, alors c'est plutôt ça que daronne, je trouve. Du conseil, dans plusieurs situations, dans toutes les situations auxquelles on est confronté dans la vie. Moi, j'ai beaucoup de chance dans ma vie, avec mes amis et ma famille, c'est que les gens m'aiment et me disent qu'ils m'aiment. Ouais. Donc c'est très important, enfin, je sais pas, mais pour être équilibré dans la vie, Bien sûr. c'est un élément qui est fondamental. De savoir qu'on compte et de savoir aussi sur qui on peut compter, sincèrement. Oui, et puis qu'on a des gens qui nous aiment sincèrement, Oui. tout simplement. On sait que, voilà, des gens mes meilleurs amis, je les vois pas beaucoup parce qu'ils sont pas dans la politique. Donc je les vois même très peu, finalement, surtout dans des périodes comme celle-là. Mais je sais que, c'est très facile, finalement, de se retrouver, d'avoir, le mot de soutien, le mot de réconfort quand il y en a besoin ou d'avoir, d'autres discussions beaucoup plus, Les tatas qui aiment pas les tatas, non. Jamais une seule qualification qui soit pas aussi un terme pour parler d'homosexualité, c'est terrible.
triviales et qui font partie de la vie aussi. Et même si tu discutes pas avec eux pendant 3 mois ou 4 mois, la discussion, elle est peut-être la même aussi au moment où vous la reprenez? Ah exactement, bah, enfin voilà, c'est des choses qui font que l'amour, ne se défait pas, hein, jamais, dans ces situations-là. C'est pas un amour qui est sous condition. Non. Et comment tu es vu médiatiquement? Alors là, c'est une toute autre histoire. Ah! C'est une autre histoire parce que, il y a celle qui est décrite avant 2017-2018, Oui. qui est un tournant. Pourquoi un tournant? Parce qu'il y a eu l'élection présidentielle de 2017, pour l'essentiel, qui a changé les choses dans la perception. Avant 2017, j'avais des articles de presse, parce qu'on s'intéressait, à moi, la presse s'intéressait à moi, qui étaient plutôt, j'avais plutôt des adjectifs m'étaient accolés, qui étaient plutôt positifs, sympathiques, Oui. Comme quoi? je me rappelle que j'étais reconnue pour mon professionnalisme dans la communication, j'étais, saluée, pour, un certain nombre d'initiatives ou de Mais travail. oui, souvent, ce genre de trucs, c'est vraiment des compliments qui sont à double tranchant. C'est genre en mode, tu peux passer de être très professionnel à être sans pitié et requin, tu vois. Genre, et en fait, ça peut être deux qualificatifs pour décrire une même situation de, bah oui, bah, elle fait le taf, elle est efficace, tu vois. Mais l'efficacité, ça peut être à la fois amélioratif et péjoratif, quoi. Et cetera. J'avais pas, du tout, la construction qui a été faite à partir, de 2018 où pour, la faire courte, elle est, toxique. Alors ça revient souvent, je sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait peut-être qu'on m'explique ce qu'est une personne, toxique. Les gens disent: «Ah bah, c'est les personnes toxiques qui se rendent pas compte de ce qu'est être toxique». Non mais pardon, mais expliquez-moi en quoi je serais une personne toxique, politique. Ça me fait trop rire. On se demande ce que c'est toxique. On me dit que c'est vraiment une réponse de quelqu'un de toxique. Non mais d'accord, mais nique ta mère. Mais dis-moi qu'est-ce que ça veut dire d'être toxique Mais politiquement? quand même, Qu'est-ce que dis-moi, c'est que parce cette que je sais. histoire? Mais voilà, je veux quand même savoir, quoi. Incroyable. Et personnellement, les personnes qui disent que je suis toxique ne me connaissent pas. Donc c'est compliqué d'évaluer ça. Et puis en plus, tu vois, quand on dit de toi: «Tu es quelqu'un de toxique», tu es là, tu te dis: «Mais en fait, tu m'attaques sur, ma personnalité parce que tu n'es pas capable finalement de me contredire sur autre chose». En plus, elle dit ça chez Sam Zira qui lui aussi a des gens de genre en mode des anciens collaborateurs de son équipe, etc., qui l'ont traité de personnalité toxique et tout. Ah ouais, je savais pas ça, tiens. Oui, oui, il y a un petit drama. Bon, après, bon, c'est les bails de production et trucs de télé-réalité, etc., tu vois, mais oui, Zira Mmh, aussi, il a ce genre mmh. de truc. Ou de me reprocher concrètement quelque Ou chose. d'avoir des arguments concrets qui C'est justifient une ça. forme de toxicité? Voilà, donc Tiens, c'est Ah, marrant. il se reconnaît! Oui, oui, Il se tu vois, c'est ce reconnaît, que je tu as te dis, il se raison. reconnaît. Ah oui, oui, Ah c'est oui, bien vrai, ça ah oui, veut là, faire d'avoir des des arguments arguments concrets quand quand même, hein. même. Il s'est direct reconnu, le GOAT. Je viens de me rendre Les compte, 2 tatas. mais la coupe de ses épaules, on voit qu'elle est fashion quand même, Sophia. Genre, je trouve. Parce que la coupe de ses épaules, c'est une coupe qui commence à être un peu à la mode en ce moment. Et ça me dirait, il a la même. concrètement Regarde. quelque Ou chose. Tu d'avoir vois, t'as un peu cette coupe ouverte avec Mmh. la manche qui sort du truc. Voilà. Voilà. J'ai lu aussi dans un article, enfin j'ai pas lu l'article, mais j'ai vu l'extrait qui me traite de brutale. Rachida Dati, Sofia Chikirou, Sarah Knafo sont des femmes brutales. Anne Hidalgo a dit ça aussi. Mais de quel droit en fait? Comment? C'est quoi le critère pour traiter ces 3 femmes-là, qui sont des opposantes ou des adversaires politiques, mais c'est quoi? Ah, le racisme, entre autres. Mais c'est vrai, n'empêche que c'était un petit peu. Non, mais sur elle et Rachida Dati, les trucs du PS, c'est vraiment homosexuel, raciste, ça se voit trop, hein, Mais de désolé. fou, c'est vraiment le PS homo-nationaliste. Oui, oui, Et c'est oui. vraiment la misogynie gay, un peu, genre. Ah ouais, 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 mais c'est même trop visible presque, je sais pas comment dire, tu vois? Oui, oui, de fou. Un truc où c'est trop grillé, quoi. Même Knafo est marocaine, oui, mais c'est pour ça, oui, c'est 3 femmes, c'est 3 femmes arabes, hein. Brutale. Et on pourrait lui retourner la chose. Et puis finalement, tout ça n'a pas de sens. Il s'agit juste d'invectiver les gens et de les insulter pour couper court à toute discussion et à tout échange dans l'espace public qui serait des échanges démocratiques finalement. C'est peut-être une forme d'insulte? C'est bien sûr, parce que derrière chaque terme qui est employé, il y a un imaginaire qui est éveillé. Très Moi, j'ai simplement. lu machine de guerre politique. Ça va? Machine de guerre politique, ça renvoie. Bah, tu vois, encore un truc qui peut avoir une connotation positive et négative, tu vois, en fonction de qui le dit. Genre, moi, machine de guerre, je suis en mode oui, machine de guerre, Sophia. Et Bah d'autres, ils sont en oui, quand mode. même, ça, elle peut pas Et nier. d'autres, ils sont en mode machine de guerre, en mode militaire, brutale et destructrice, quoi. Donc, c'est. Ouais, je suis quelqu'un qui fait des stratégies de communication, des stratégies politiques, mais je veux dire, je suis pas loin d'être la seule. Mais elle a pas dit non. oui, Elle elle a dit dit oui, mais il y a oui, pas que moi. probablement, oui, je suis pas la seule, c'est parce que je fais de la stratégie, mais bon, c'est pas unique à moi. Et souvent, en tout cas, décrite comme autoritaire. Oui. Tu l'as dit, dure, froide, distante.
Ça fait beaucoup quand même, hein. Waouh! Non, mais tu te dis: «Ah waouh, c'est tout ça à la fois, mais elle est monstrueuse». Bon, j'en ai qui avaient écrit carrément «la sorcière», hein, donc non, ça va loin. Ça Sectariste aussi, j'ai vu. Ouais, mais voilà, c'est une accumulation de termes péjoratifs, négatifs qui sont censés, Après, je crois pas à froide et distante. Oui, non, moi je pense que les gens ils confondent l'intransigeance et la froideur, Oui. Imo. Par contre, je pense qu'elle est intransigeante. Tu vois, et c'est pas pareil de dire quelqu'un qu'elle est intransigeante qu'elle est dure. Bah, et puis peut-être que Oui. des fois elle est un peu dure, tu vois, j'imagine. Moi, Surtout que je la vois pas je doute pas, froide. mais Je la vois oui, vraiment plus que. aller je la vois plus aller dire ses 4 vérités en face à quelqu'un plutôt que lui faire la gueule, tu vois? Ouais, ouais. donner une image qui repousse et qui empêche que les gens s'intéressent au discours finalement et s'arrêtent juste sur, ce qu'ils ont retenu. En un mot, on donne, le dégoût d'une personne. L'accusation ou le terme d'autoritaire, c'est un terme qui renvoie, à quoi finalement? Moi je suis devenue, j'ai pas ça n'a pas été spontané, tu vois? Je suis pas née chef, mais, j'ai d'abord été, dans une hiérarchie comme tout le monde, que ce soit dans un parti politique ou dans une entreprise. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai pris des responsabilités, je me suis retrouvée à encadrer des gens et ainsi de suite, à devenir chef d'entreprise moi-même. Et donc, à un moment donné, tu es chef et c'est toi qui diriges, donc c'est toi qui décides aussi de beaucoup de choses. Et là, elle est autoritaire, mais pas sur la base de quoi? C'est la même si dans ma position, un homme de 30, 40 ou 50 ans, qui, porte un costume Oui, c'est vraiment boss lady from the bottom. Started from the bottom, now I'm here, j'ai gravi les échelons. gris, une cravate, bleue, on lui dira pas qu'il est autoritaire parce qu'on dira: «Il a une autorité naturelle, c'est celle de l'homme qu'on s'attend à voir diriger» et c'est rare d'entendre dire d'un homme qu'il est autoritaire. C'est vrai. Un homme avec un costard cravate, qui, a un titre de directeur, tout le monde s'attend à lui obéir ou, pour ne pas dire à lui obéir, à suivre ses consignes et cetera. Mais moi, je me rappellerai toute ma vie d'un journaliste qui vient me voir dans mon bureau à l'époque du Média et qui me dit un peu en soufflant comme ça, il me dit: «Mais je ne sais pas si tu te rends compte de la situation dans laquelle on est». Et je lui dis: «De quoi il me parle?» Et là, il me dit: Tu es quand même une femme qui dirige 45 personnes et c'est pas facile déjà pour un homme d'être dirigé par une femme». Il me dit ça. Il me dit: «Et en plus, je sais pas si tu te rends compte que tu es, la première femme, qui a fondé un média et qui dirige un média. Sinon, c'est que des hommes». Ah bon? Il y a pas eu? Bah, attends, après sur un Bah si, média hein! en général, mais bah, il y a quand même, la meuf de Fondé et Ruquier là. dirigé la meuf de Ruquier. Salamé? Non. Ah, Catherine Barma? Mais c'est vrai Ouais, mais qu'elle c'est quand aussi, même, le truc autoritaire, sorcière et cetera, bon après c'était aussi un peu vrai pour Catherine Barma, mais ouais, il y avait de ça. Oui, oui, bah, ça marche sur elle aussi, ouais. mais je pense que tu as aussi un truc où tu dois aussi redoubler d'intransigeance, pour compenser aussi, tu vois? C'est un peu la double Ah bah, oui, charge, pour mais du ça, truc, c'est quoi. le syndrome, des meufs dans des positions de pouvoir qui sont obligées d'être encore plus vénères, quoi. Oui, oui. Parce que sinon les gens leur chient dessus, quoi. Mmh. Oui, oui. Et en plus, tu es d'origine ouvrière, parce que tu viens d'un milieu social ouvrier. Tu viens pas du milieu social, de parisien, bourgeois médiatique, quoi. Et moi, je me prends ça et je lui dis: «Et qu'est-ce que ça change tout ça?» Il me dit: «Bah, faut l'intégrer pour, accepter, de suivre ce que tu dis et cetera et cetera». Donc sous-entendu quoi? Tu devrais jouer un rôle? Tu Non, devrais faire en sorte de jamais paraître autoritaire, de jamais, faire des choix, des il voulait décisions? que j'intègre le malaise que cela peut provoquer chez D'accord. d'autres personnes d'être dirigées par quelqu'un comme moi. Mais c'est pas toi qui dois régler leurs problèmes. C'est vrai et en même temps, tu vois, Ah, avec le la Samzira, il se reconnaît trop Oui, en de elle! fou! Il est vraiment en mode Mais en fait, c'est vraiment j'adore! ma sauce. J'adore, c'est vraiment l'angle, en fait, on pensait pas. Je me demandais par quel angle il allait avoir de l'empathie avec elle, mais c'est sur le côté, Sur le côté girl boss. illégitimité, Oui, oui. girl boss, patron de médias, alors qu'on dirait pas, autorité, ça me fait trop Oui, rire. de fou. le recul maintenant que je me dis toujours, je me dis finalement, un bon chef d'entreprise ou un bon dirigeant, d'équipe comme tu peux l'être, c'est aussi quelqu'un qui Ah là, elle a compris. Elle a compris qu'ils ont touché comme toi Ah! d'ailleurs, Sam, bien sûr. Trop forte. Je vois pas le problème à ce qu'une personne lui dise: «Ça peut provoquer un malaise chez des personnes, sache-le». Moi, en fait, Non, c'est pas pareil. c'est Après, pas enfin, pareil de dire, ça dépend «C'est comment. pour ça que les gens réagissent mal», que de dire: «Il faut que tu prennes ça en compte et que tu modifies C'est ton ça, c'est parce comportement». que là, le gars a dit: «Les gens sont misogynes et aiment pas, les meufs, avec de la déterre, fais avec et plie-toi à ça», et dire: «Bah, faut pas que tu oublies que les gens sont des misogynes, et des bourges, quoi». Donc voilà, quoi. Genre, en fait, ça dépend comment c'est dit. Elle l'a pas raconté en mode: «Le gars était cool avec moi». Elle l'a plus raconté en mode:
Ah bah, les gens, ils aiment pas être dirigés par une femme, Mmh. fais avec, quoi. Oui, oui, de fou. C'était ça avait l'air d'être une demande à Sofia de prendre en charge, les petites émotions des mecs au lieu de tu sais, le mec, il aurait très bien pu se dire: «Ah, j'ai la clairvoyance d'observer ce fait patriarcal dans cette entreprise et je vais aller voir les autres mecs et leur expliquer et les déconstruire». Tu vois? Non, non, il est allé voir la meuf pour lui dire: «Change de comportement, quoi». Qui sont Mmh. autour de lui et qui acceptent que, tu as commencé par l'image qu'on renvoie aux autres, donc qui acceptent aussi que, l'image qu'on renvoie aux autres peut les percuter dans leurs certitudes ou, leurs clichés et cetera. Je c'est un peu, peut-être psychologisant ce qu'on est en train de dire là, mais l'idée c'est de dire, soit tu prends l'attitude qui est, je suis absolument indifférente à ce Oui. que tu perçois de moi, parce que moi je suis là pour faire un job et je veux réussir dans mon travail. Oui, et puis de toute façon, dans ce type de milieu-là, on va utiliser tes qualités comme des armes contre toi. C'est-à-dire que ce qui t'a permis d'être là où tu Mais en es évidemment, est utilisé par la suite pour te blesser et pour te faire tomber. mais évidemment. C'est vraiment arrête de parler de toi, Samzira, c'est pas toi qui as interviewé. Oui, c'est vraiment un match de fou. C'est vraiment le Tinder réussi, quoi. Mais parce que c'est un milieu, le milieu politique ou médiatique hyper compétitif. Donc évidemment que, tout ce qui, fait ta force, tout ce qui fait que tu es moi je suis Sofia Chikirou avec le parcours, que j'ai eu, qui n'a pas été forcément ni un parcours particulièrement difficile, faut pas exagérer, ni un parcours facile. Faut pas non plus, se leurrer là-dessus. Mais, on va utiliser chez moi, la machine de guerre. Je suis pas une machine de guerre, je suis quelqu'un qui, une fois que j'ai une mission, je l'accomplis et je fais tout pour l'accomplir du mieux possible. Ça s'appelle être une machine de guerre. Ça s'appelle être une machine de guerre, c'est genre, objectif, accomplissement, mission, c'est ça et c'est OK. L'organisation des anniversaires. Un peu, ouais, bah, la dernière fête que j'ai organisée, c'est Noël, mais j'avais de la compétition. J'ai quelqu'un qui, essaye de me détrôner dans la famille. Ah, C'est Oh putain, j'ai pas envie d'être à sa place. la dernière en plus, elle a à peine 8 ans, mais ça y est, elle commence à prendre des responsabilités. Je sens que dans quelques années, c'est elle qui prendra la place. t'es considérée, Sofia Chikirou, comme une queen, comme une reine de la Ah bon? communication dans ton domaine, dans ton milieu. Comme une queen. Comme une queen. Sophia, tu es considérée comme une queen. Sophia, tu es considérée comme une queen. Qu'est-ce que tu Ah bon? il la kiffe tellement. Sofia Chikirou comme une queen, comme une reine de la Ah communication bon? dans ton domaine, dans ton milieu, dans la politique, dans ta famille aussi politique. Quel est le conseil que tu donnes par bienveillance aux autres mais que tu t'appliques pas à toi? Le Oh! conseil que je donne aux autres, mais je ne m'applique pas. Mmh. Alors j'essaie vraiment de m'appliquer les conseils que je donne aux autres parce que je trouve que Oui, oui, oui. Ah, elle a refusé, j'adore! Ah non, hein? Oui, oui, OK, d'accord. Mais du coup, c'est quoi? non, je me les applique. Vraiment, je m'applique tous les conseils que je donne. Je dis aux gens, 1er conseil quand ils arrivent en politique, qu'ils viennent d'être élus députés, et qu'ils passent de l'anonymat à être connus. Tout 1er conseil, jamais rien sur ta vie privée. N'étale jamais, Ah. et 2e conseil que je donne, qui est vraiment essentiel en politique, mais je crois, partout, ne te fais jamais d'ennemis personnels en politique. Donc jamais de coups sous la ceinture, jamais ne te réjouis pas du malheur des autres, surtout quand c'est des histoires, qui touchent, à la Le truc sur la vie privée, elle le fait énormément, tu vois? Genre, c'est vraiment, même c'est un peu beaucoup un truc qui est utilisé contre elle dans les sous-entendus. Bah, là, récemment, là, le Bonjour Tristesse, là, cette espèce de miso de merde, là, qui était en mode: Ah «Oh mais là lui, c'est là, une grosse merde, lui. un truc d'info, et Chikirou, c'est les vieux mecs, qui mettent leurs meufs, nin et cetera». Tu sais, tu vraiment que des sous-entendus, de pire en pire et ça a commencé par Mediapart, les Oui, oui, oui. perquisitions où genre ils ont considéré que la présence de Sofia chez, Jean-Luc Mélenchon, le matin des perquisitions était, une information d'utilité publique. Tu sais, alors il y a vraiment des trucs, bref. parce que ça sert à rien. Il faut toujours, rester sur, le combat politique. Oui, c'est vrai que même dans l'interview Radio Nova, quand on lui a demandé son livre préféré, elle a dit: «Ah, c'est un peu trop intime». Je suis un peu en mode: «Mais attends, mais c'est pas 59 quand même, genre tu peux» mais c'est vrai qu'il y a un truc de protéger sa vie privée, mais il y a la question de qu'est-ce qui est de l'ordre aussi de la vie privée. Tu sais, il y a aussi un peu un truc de parfois, à force de vouloir être trop protecteur de ce qu'on considère la vie privée, on a tendance à étendre aussi le champ de la vie privée à des trucs qui peuvent rentrer dans le storytelling politique, tu vois? Là, je parle d'un point de vue purement, stratégique, cynique, tu vois? Mais Moi, vraiment, c'est quelque chose de très important. On a eu la discussion il y a encore 2 jours avec une personne que j'ai connue, à qui je disais: «Mais en fait, dans le combat politique, tu as employé des armes pas éthiques et finalement, le moyen et la fin, chez nous, ils se rejoignent. Si on veut une société éthique et morale, si on veut, que des principes soient respectés, il faut que, pour y parvenir, à cette société-là, il faut employer ces outils-là. On ne peut pas parvenir à instaurer la justice sociale
original. En Après, dans sa tête, elle fait des efforts en venant chez Zira, justement. Je pense que le côté storytelling personnel, je pense que c'est un peu un effort. Ça fait pas partie des trucs qui sont naturels pour elle. C'est un truc qu'on avait beaucoup vu aussi avec Clémence Guettet, qui disait qu'elle était un peu dans le truc qui parlait du fait qu'elle aimait pas trop parler d'elle, justement, etc. Il y avait toute cette question autour de la place aussi chez les personnalités politiques de la France insoumise, de l'intime et de la vie personnelle et du storytelling de soi, etc. Et en effet, chez Clémence Guettet, t'avais un petit peu ce truc-là elle voulait pas en parler, mais du coup, au risque de paraître un peu froide et distante, tu vois. Mais après, je pense que c'est aussi contrebalancé par un truc un peu plus facile, c'est que chez Sam Zira, elle a aussi le temps de dérouler comme ce qu'on avait vu chez Radio Nova, tu vois. Donc je pense que, quitte à se dévoiler un peu, ça lui permet aussi d'avoir plus de temps pour dérouler son discours politique et les deux s'équilibrent, quoi. en employant des moyens qui sont pas justes et pas respectueux de cela. Et comment tu Je comprends. qualifierais, définirais le traitement médiatique que tu reçois depuis 2017? C'est à la fois logique que le traitement médiatique soit si agressif contre moi et si négatif, dans la mesure où moi je l'ai remis en cause, le système médiatique. Je l'ai attaqué en disant dès 2017, j'ai dit le système médiatique tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il fonctionne, concentré entre les mains de quelques milliardaires dans le pays, pour ce qui est du privé, sous la coupe du pouvoir politique et du gouvernement pour ce qui est du public, ce système médiatique-là ne permet pas l'égalité de traitement des idées et ne fait pas vivre la démocratie. Ce système médiatique est au service d'une caste privilégiée. Et je l'ai attaqué frontalement. Donc aujourd'hui, je ne m'étonne pas de son agressivité, d'autant plus que le système médiatique, Oui, ça, c'est un c'est propos de fond, par plus exemple. flagrant depuis qu'on a Bolloré et qui ne se cache de rien. Mais le système médiatique a un Elle replace le truc dans le contexte de bah oui, en fait, c'est un système médiatique de droite, au service de la droite, qui est contre tout ce qu'on défend politiquement. Donc c'est logique qu'il m'attaque, quoi. dessein politique et qui est le contraire de celui que nous défendons. Est-ce que toi, tu dirais que tu fais partie de leur dessein politique? Est-ce que tu vis parfois une guerre psychologique face à ce traitement médiatique? Oh, intéressant comme question. Il faut pas vraiment, c'est très important de le mettre à distance. Ça, c'est fondamental. Si vous faites trop attention à ce qu'on raconte, ce qu'on écrit sur vous, ce qu'on dit de vous, les commentaires, vous risquez de beaucoup trop souffrir. Moi, personnellement, ils m'atteignent plus, hein. Oui, mais ça finit par rentrer quand même. Genre en vrai, même quand tu dis ça t'atteint plus. Oui, moi, ça, j'y crois jamais. Ouais. En fait, moi, je pense que c'est une légende que ça t'atteint pas. Par contre, il y a un stade de carapace où, en fait, tu apprends à vivre avec le fait Oui. d'être atteint, quoi. C'est qu'il y a un moment où, plus que ça t'atteint pas, c'est que tu deviens un peu insensible à la douleur. Je sais pas comment dire, Ouais. tu sais, mais genre c'est toujours là, ça t'atteint, mais tu fais taire la petite voix ouais, tu fais taire la petite voix, quoi. Oui, c'est ça, t'apprends à faire avec et à compenser et avoir peut-être à côté des espaces de cool down, des espaces de gens qui peuvent te rassurer, te faire te sentir mieux, etc., quoi. Fait moment beaucoup donné. de mal et puis j'ai laissé tomber quand j'ai vu que ça servait à rien de toute façon d'essayer de raisonner, tu vois tous les qualificatifs que tu donnes, ça sert à rien d'essayer de lutter contre ça. Tu perds du temps, de l'énergie, je suis allée de déception en déception. Comment veux-tu prouver le contraire de elle est autoritaire ou elle est toxique ou elle est je sais plus ce que tu m'as Il dit y a eu d'autre. pire, il y a eu même insultant. Il y a un article d'un média d'extrême droite qui t'avait qualifié d'algérienne. Wesh Wesh. Wesh J'avais pas vu passer celui-là. Là, oui, Wesh voilà quoi. Genre bon, là, est-ce que faut répondre, est-ce que faut se défendre face à ça, tu vois? Genre à un moment, faut juste on va Le se faire fait qu'ils foutre, tu vois? sortent ça comme ça me fait un peu mourir de rire. Oui, de fou, genre en mode d'oppression. Ouais, ouais. Tu veux dire quoi? Tu veux répondre à ça? Il y avait un temps où on se disait mais l'injure Je crois que c'est Valeurs Actuelles, ils ont mis entre guillemets pour faire genre c'est faux. Ah, en mode quelqu'un l'a qualifié Ah comme ça, ce n'est absolument ouais. pas Ah, nous. des gens disent ça sur elle. Ah, je vois bien la méta de FDP ah, on a déjà vu des gens qui parfois disent ça. Oui, oui, oui. public, ça mérite d'être attaqué au tribunal, C'est un etc. délit. Oui, mais aujourd'hui, ça sert plus à rien. On sature les tribunaux de plaintes là-dessus. Et puis, de toute façon, les juges ont décidé que dès lors que vous êtes une personnalité exposée, mais ça ne concerne pas que les politiques, hein, c'est le jeu. Comme si c'était normal de subir cette violence, ces propos, etc. Ouais, mais là, c'est Mm. extrêmement violent et c'est très délictuel, je trouve, comme commentaire. Comment tu l'as pris? Comment tu l'as découvert d'ailleurs, ce qualificatif-là? Tu Est-ce sais, que tu t'es senti touché dans celle que tu es, que tu représentes dans ton ADN, dans tes origines? Oh, le truc, est-ce que tu t'es senti touché dans tes origines aussi? Parce que c'est vrai que, enfin, Intéressant. je répète un peu ce qu'on avait dit dans l'interview Radio Nova, mais elle a mis du temps avant de parler aussi de
du côté algérien, du truc comme ça et tout. Au début, c'était vraiment en mode je viens d'une famille ouvrière, etc. Et progressivement aussi, je pense, par la force des choses et aussi par l'âme de fond antiraciste qui a progressé à la France insoumise, ça, je pense que ça l'a aussi remise dans son truc de bah oui, je peux parler aussi du fait de mon algérianité. Exactement, Nerwan. Non, ce jour-là, je me dis, je crois que ma première réaction, c'est d'éclater de rire. Et après, je me dis, waouh, c'est violent. Et j'y crois pas. Je me dis, ça doit être un commentaire et tout. Non, c'était un titre une page web internet. Non, je me sens. C'est vraiment, ça renvoie plus, ça en dit plus d'eux que de moi finalement. Oui. Tu disais tout à l'heure, il y a certains qualificatifs qui sont injurieux parce que en un mot, ils disent exactement la même chose que cet auteur a dit en 2 mots. C'est Ce vrai. site internet dit en 2 mots. C'est vraiment la pensée profonde d'une certaine caste journalistique. Moi, il y a le Nouvel Obs qui écrit Sarah Knafo, Rachida Dati, Sophia Chikirou sont des brutes ou comme ça. Je sais exactement ce qu'il y a derrière eux, derrière ce langage. Je sais exactement où le journaliste veut en venir. Parce qu'en plus, je le connais, le journaliste. Je sais qu'il a un problème avec ça. Là, oui, parce que je le connais, je sais qu'il est raciste. Je vais pas le citer, mais il se reconnaîtra. C'est comme dans Radio Nova quand elle a dit oui, Emmanuel Grégoire, il a menti parce qu'il a dit ça, il a menti et c'est démontrable. Incroyable. Voilà, c'est des hommes qui viennent de milieux petits bourgeois, tu vois, qui ont fait les belles écoles de journalisme à je sais pas combien l'année, etc. Et qui sont là dans un milieu où ils veulent percer, le milieu des médias parisiens, et ils emploient des expressions sans même se rendre compte qu'elles renvoient à plein de clichés, de stéréotypes. Comme Marianne avec Théodora. Ah ouais, j'ai lu l'article. T'as lu l'article de Marianne là sur Théodora? Non, je l'ai pas lu, mais ça doit être une immondice, non? C'est immonde. C'est vraiment genre Ouais, ça m'étonne pas. le degré zéro de l'analyse. Le degré de zéro de l'analyse politique et musicale. C'est vraiment genre c'est une catastrophe quoi. Bref. D'une journaliste qui racontait comment à l'école de journalisme, ces mêmes journalistes qu'on retrouve parfois à Libé ou ailleurs, la traitaient elle, parce qu'elle est d'origine algérienne je crois, la traitaient elle comme la petite pauvre qui a réussi à entrer. Oui, là elle parle de Nassira El Moadem qui avait dénoncé ça notamment de la part de Hugo Clément. Et Martin Veil aussi. Ok, d'accord. Finalement, la question est de savoir, est-ce que tu t'attardes dessus? Est-ce que tu te morfonds? Est-ce Parce que ça, il chantait la Zoubida quand elle était là et tout. Genre, c'est bref. que tu pleures parce que les gens te parlent de toi comme ça? Ou est-ce que tu dis, tu sais quoi? Là, pour le coup, j'ai envie de faire ma queen. Je m'en fous. Elle a vraiment compris comment fallait parler à Samzira. Voilà, là. Regardez, il est trop heureux. Oui, oui. Regardez ses sourires. Là, je vais faire ma queen. Comment dit la chanson là que tout le monde écoute sur internet? Non, Vafankouro tu connais pas la chanson Vafankouro là. Ah non, je la connais pas. Mais si. Sur TikTok? Oui, et tous ceux qui me... Ah, on n'a pas le même algorithme. Ah, J'adore le truc. Ah, on n'a pas le même algorithme. C'est quoi ce truc? Les faux amis, les faux pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Les prétentieux qui se la pètent. Je leur dis Vafankouro. Donc elle a dit, je leur dis, va te faire enculer, on est d'accord? Oui, ça que ça veut Vafankulo, dire, ça va te faire Vafankulo. enculer en italien. Oui. She's not beating the homophobie allegation. bah celle-là, elle me va très bien. Ok. Tu étais intervenu aussi, je me souviens, auprès de Radio Orient dans une chronique de 30 minutes. Et après avoir parlé de ton âge, la première question de la journaliste, c'était ce n'est pas trahir un secret que de dire que vous êtes la compagne du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. C'est le secret de Polichinelle, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as eu la sensation, Sophia Chikirou, qu'elle a cherché à te réduire à l'image de femme 2? J'adore sa façon d'aborder le sujet en mode Il est trop fort. je vais quand même drop l'info, mais je vais le faire en disant il y a une journaliste qui a dit ça. Est-ce que c'est une façon de te Genre, c'est vraiment. Il est. Non, il est trop surtout fort. qu'il n'y a pas qu'une journaliste, quoi. C'est Oui. réel que bon, c'est le truc. Encore une fois, hein, c'est Mediapart qui a commencé. Hein. J'ai eu la sensation qu'elle cherchait un buzz, déjà d'une, et de deux, Il l'a direct mis en Reels. Oh, ce génie. C'est génie. Instant, il a fait un short. Mais la vérité, il est vraiment chaud. Oui. Ça me dira. Oui, 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 c'est vraiment un très bon intervieweur en vrai. Mais en fait, d'avoir passé son temps à piéger des stars de... Enfin, pas à piéger, mais sa relation mi-piège, mi-connivant avec les stars de réalité l'a rendu ce qu'il est sur le sujet de... Et aller sur les sujets qui fâchent, tout en Oui. essayant d'être un peu gentil. Donc Tirer c'est assez vraiment chaud, hein. subtilement les verres du nez de gens qui ont des équipes de relations publiques derrière eux, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors qu'ils veulent pas parler de certains trucs, tout simplement, quoi. Même à LFI, t'as beaucoup de gens en mode elle a écarté les cuisses pour le chef, c'est indécent. Ah non, mais c'est bref. Oh non, mais ça. Non, mais le c'est- tiers de misogynie là-dessus, c'est terrible. Hein. quand on fait de la politique, moi j'en fais maintenant depuis 25 ans, de façon régulière, quotidienne, etc., on se bâtit en tant que militant politique. En plus, moi je suis une militante politique de la gauche et d'une famille politique de gauche où on se construit non pas comme une personne, mais comme un militant. On se définit comme militant politique. Le militant politique, c'est quelqu'un qui incarne des idées et un collectif. On n'est pas, je viens d'une famille politique qui n'étale pas
sa vie privée dans les journaux. Je n'ai jamais posé dans Paris Match. Certains l'ont fait de ma famille politique, ils ont eu tort. Moi, je leur ai dit de ne pas le faire. Tout ce que tu donnes à la presse people, tout ce que tu donnes sur ta vie privée, se retourne contre ta propre Là, pareil, famille. Sam Zira, il est turbo comme ça. Tout son humour dans ses streams avec Adèle Laurent, c'est ça. C'est quoi? C'est de pas parler de ses Ah trucs oui, oui, privés. oui, de fou, oui. Donc c'est vraiment, il est vraiment le Sofia Chikirou des médias télé-réalité, quoi. De fou, c'est tellement vrai. Parce que finalement, la vie privée, c'est quelque chose qui évolue. La vie privée, c'est pas quelque chose de stabilisé et de figé. Il y a quelques années, on se définissait par son statut marital. On était marié, père de 2 enfants, ou marié, mère de 3. C'était même le nom d'une série, Marié 2 enfants. Voilà. Et aujourd'hui, on se définit pas comme ça. On se définit par ce qu'on fait pour l'essentiel. Moi, je me définis en tout cas par ce que je fais. Donc, je ne suis la femme de personne dans la vie politique, de la même manière que dans la vie publique, je ne suis la fille de personne, la sœur de personne ou la mère de personne. Je suis Sofia Chikirou, qui a une personnalité politique publique, une élue de la République, désormais, parce que je suis élue depuis quelques années maintenant. Et donc, c'est à travers mon action et mes idées que je me définis, et certainement pas à travers ce qui me relie à d'autres personnes. Mais Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en politique, se définir au travers de sa famille, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup à droite, notamment dans le côté un peu bon père de famille, le côté un petit peu les valeurs Puis même le côté familiales, Nepo etc. Baby accepté aussi. Ouais, de fou. Moi, ça me fait penser à. Parler de Paris Match. C'était François Fillon qui avait, pendant l'affaire Pénélope, qui avait fait Paris Match avec avec toute sa famille dans son petit château, je sais pas où, là. Et t'as vraiment un truc de renforcer l'aura de la famille respectable pour mettre à distance. Enfin, déjà comme politique et aussi, en l'occurrence pour Fillon, pour mettre à distance aussi les scandales politiques. Et c'est là-dessus aussi que Rachida Dati a pris l'ultra cher avec sa fille. Ouais, c'est vrai. qu'est-ce qui passait à ce moment-là dans ta tête? Est-ce qu'il y a cette histoire d'étiquette? Est-ce que tu as un peu le seum et tu te dis, mais attends, mais je comprends pas, je suis une militante politique en fait depuis le plus jeune âge et là on essaie de me mettre au rang d'une première dame. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est la négation de mon identité, en réalité. En fait, c'est très violent. C'est beaucoup plus violent qu'on ne le croit. Mais j'avais un ami qui était fils de, d'accord? Son père était un homme très connu, qui avait fait fortune dans les années 70-80. Et toute sa vie, il n'a eu que ça, le fils de. Et c'était insupportable pour lui. Il disait, je n'arrive pas à exister autrement qu'en étant fils de. Et ça pèse sur ta personnalité, ça pèse sur tes propres choix, finalement, dans la vie. Donc, moi, je me défends de ça. Et je pense qu'en plus, c'est un combat féministe, finalement, parce que les femmes ont très souvent été réduites à leurs relations de couple ou de famille, etc. Et donc, c'est une vraie résistance. Que ça vienne de la part d'une femme, en plus, ça m'a choquée. Parce que je me dis, mais pourquoi elle fait ça? C'est quoi son idée? Est-ce qu'elle cherche à me faire réagir ou avoir un buzz ou à me déstabiliser? Ou est-ce qu'elle cherche finalement... C'est quoi le but? C'est quoi le but de sa question, fondamentalement? C'était pas... Qu'est-ce qu'elle voulait de moi? Obtenir une exclue? Mais pour dire quoi? Pour avoir ta réaction sur une relation dont tu ne parles pas. Mais ne pas y répondre, c'est déjà dire ce que j'en pense. Ça ne fait pas partie de ma vie publique. Point Donc ça veut final. dire que cette non-réponse, t'estimes qu'elle n'a pas été respectée? J'estime qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, comme tu le disais à juste titre tout à l'heure, ils pensent qu'ils veulent te faire du tort. Ils pensent qu'ils veulent retourner contre toi ce qu'ils pensent être un point faible. J'ai pas de point faible. C'est pas un point faible, ma vie privée. C'est pas du tout un point faible. J'ai toute ma force, toute mon énergie vient de ma vie privée, de ma vie familiale et de mes amis. Tu crois qu'on n'a pas de point faible? À ce niveau-là, je veux dire, de ce côté-là, je n'ai pas de point faible. C'est intéressant aussi son truc de c'est pas parce que j'en parle pas que c'est un truc avec lequel vous pouvez m'attaquer. Mais. Oui, Oui. vous pouvez pas me faire sur ça, quoi. Oui, de fou. Ouais, l'angle est bien en vrai. Oui. Mais en plus, ça sort du côté outing un petit peu des médias en mode c'est comme ça qu'on va la voir, on va la choper là-dessus, quoi. C'est l'inverse, c'est ma force. J'ai un choix fondamental qui est un choix éthique, qui est aussi un choix politique. Je fais partie des gens qui estiment que je suis une militante politique, je suis une élue de la République, j'incarne tout cela. Pas convaincu. Après, ça empêche pas les gens de l'attaquer là-dessus. Genre, c'est vrai que beaucoup de gens qui font des trucs anti-Chikirou, etc., notamment dans les médias, c'est systématiquement le sous-entendu. C'est vraiment, ils sont en mode t'inquiète, polichinelle, etc. Genre, c'est toujours l'argument n'est jamais très loin, tu vois. Ou les tweetos pro-Union PCF. Ah ouais. Et puis, en fait, les anti-mélenchonistes en règle générale, qui aussi visent à atteindre Mélenchon au travers de Sofia, tu vois. Il y a aussi un côté de on attaque la femme pour déshonorer l'homme, tu vois. Il y a aussi un peu ce vieux truc c'est patriarcal crade, quoi. Oui. Oui, c'est comme t'aimes pas parler d'orientation, t'aimes pas parler de religion. Je ne non parle plus. pas de religion. Enfin, c'est pas que t'aimes pas, parce que peut-être que Mais pour les mêmes raisons. peut-être que dans la sphère privée, t'en parles très librement, mais c'est dans le cadre de ta fonction. Exactement. Tu considères que l'intime n'est pas politique. Là, parce que vraiment, il a dit
orientation religion. Voilà, comme ça, il réagit. Ah, on a classé orientation quand même. Exactement. Et je le considère d'autant plus que j'estime que ce n'est pas un argument. Je vais te prendre un exemple. On a eu le débat sur la loi sur la fin de vie à l'Assemblée nationale. Oui, C'est un débat, il n'y a pas une personne dans l'Assemblée qui n'a pas vécu dans sa vie privée des moments où on est confronté à ce sujet. oui. Certains élus, certains députés l'avaient été de façon soit récente, soit dans des conditions et des circonstances tellement terribles et douloureuses que moi, à titre personnel, je leur ai dit, peut-être que tu n'es pas la meilleure personne pour t'exprimer là-dessus et pour mener ce combat-là. Parce que finalement, quand on est trop touché intimement par un sujet, peut-être qu'on oublie de prendre, on ne parvient pas à prendre la distance nécessaire pour le traiter. Et c'est là aussi qu'on voit un peu vraiment son logiciel très républicain qui peut amener à des réflexes un peu, c'est un peu blind. Tu vois, genre ça va vraiment à l'encontre de le côté parole des concernés qu'on retrouve davantage chez une Rousseau, par exemple. Ouais, ouais. Bah, c'est sûr que elle est pas dans un logiciel un peu haut, quoi. Ça, Non, c'est non, clair. oui, c'est ça, c'est clair. Mais du coup, ça pose la question de comment justifier la représentativité politique et les questions de représentation de la parité à la représentation de classe, etc., etc. Au-delà du discours du concernisme. Et en fait, presque, je trouve que paradoxalement, parce que tu sais, il y avait eu le truc des médias qui étaient en mode la France insoumise et racialiste parce qu'ils veulent mettre des gens qui viennent des quartiers populaires comme dans les listes municipales, dans les quartiers populaires. Bah, t'as un peu ce truc de, en vrai, si tu défends pas la représentativité en politique au nom du concernisme, c'est-à-dire que si tu ne défends pas le fait que les femmes doivent être en politique comme ça et pour voter sur des trucs de femmes, ce qui était un peu déjà une grosse critique, en mode les hommes vont forcément voter contre les intérêts des femmes. Et ça, t'as un peu cette partie de concernisme, mais t'as aussi simplement le truc de, bah non, la représentativité des femmes en politique, c'est parce qu'elles sont 50% de la population et qu'en fait, il faut sauter les barrières qui empêchent d'atteindre le truc. Et presque, ça donne une justification politique plus forte parce que du coup, t'es plus immune au truc de oui, mais regardez, cette femme, elle est contre l'avortement. Et toc, tu vois, genre, il y a un peu ça. J'ai vu un collègue député aussi sur des questions de protection de l'enfance qui était emporté par son émotion. Et je dis pas que l'émotion n'a pas sa place en politique, c'est pas ça que je veux dire. Je dis pas que l'expérience personnelle n'a pas sa place en politique, bien au contraire. Moi, j'ai beaucoup de mes combats politiques qui sont inspirés de mes expériences personnelles. Mais ce que je dis, c'est que si on n'arrive pas à mettre la distance nécessaire entre ce qu'on a vécu soi-même et le combat politique qu'on porte, on risque de se tromper, de se faire mal pour soi-même. Et puis, Et je pense que c'est ça aussi qui amène à cette image très intransigeante, très froide, très détachée. C'est parce que aussi elle a ce truc-là de si j'ai trop d'émotions personnelles vis-à-vis de ça, je peux pas traiter le sujet. Tu vois, genre elle a vraiment ce truc-là de il faut absolument avoir digéré complètement le truc et pouvoir avoir un recul. Mais du coup, en vrai, c'est un vrai débat. Hein. C'est un vrai débat, même psychologique et enfin à la fois psychologique et politique là-dessus. Tu vois, genre c'est clair. c'est pas rien à foutre de ta dépression, mais c'est tu peux être en dépression et avoir un rapport de contrôle. Est-ce qu'on peut vraiment parler de contrôle quand on parle de dépression, tu vois, mais de maîtrise de ok, là je sais que je vais pas bien, que je fonctionne comme ça, donc je sais comment pallier, voire me mettre en retrait quand besoin, tu vois. Genre c'est vraiment ce truc-là de, j'ai pas envie de dire maturité parce que j'aime pas y coller ce genre de référentiel-là, tu vois. Mais tu veux dire canaliser. Non, mais ouais, identifier les points qui. Et ça, c'est hyper difficile, tu vois. Genre, typiquement, là, on parle de dépression, genre, bref, c'est ultra. C'est un bordel, tu vois. Mais ça, c'est savoir se connaître. Oui, la gestion de soi, ouais, un truc comme ça. Il y a une grandeur éthique que pourrait avoir un peu. C'est un peu ça le souci. Ouais, c'est ça. Hein. Du harm reduction. Ouais, ça rentre un peu dans de la réduction des risques. Hein. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la posture qu'on essaye d'enseigner dans la réduction des risques aussi, tu vois. Genre, en mode, par exemple, tu consommes de la drogue, mais t'as une conscience de ce que tu consommes et de comment tu fais, etc. etc. Après, je parle sous tout contrôle, Ras, tu vois, mais je pense que ça ressemble beaucoup au truc de la réduction des risques. Si. Finalement, de pas prendre les bonnes décisions et les bonnes orientations parce qu'on peut avoir un peu des œillères quoi, sur certains sujets. Pour être un bon politique, Sophia Chikirou, est-ce qu'il faut avoir de bonnes punchlines aujourd'hui? C'est pas mal d'en avoir pour réussir à passer des idées ou des interprétations. Meilleure punchline de Chikirou, pour me faire baisser les yeux, il faudra me les crever. Bref. C'est vrai que j'espère qu'il va lui citer ses punchlines. Ah ouais, de fou. Après, j'en ai vu tomber dans le travers et ils me font bien rire, à essayer de faire des rimes à chaque fois dans des punchlines. Et tout. Oui. Alors, Elsa Arsour dans le chat qui avait pré-shot la take. Quel bonheur! Oh là 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 là, mais quel bonheur! Oh la balle à Ruffin tellement bien placé. Oui, c'est vraiment sniper. Vous parlez aussi beaucoup, j'entends beaucoup parler d'éléments de langage. Ouais. C'est quoi les éléments de langage? C'est un travail dans la communication politique. C'est un travail qui consiste à essayer de ramasser la complexité d'une pensée ou d'une proposition ou d'un propos Oui. en quelques mots et de faire en sorte que tout le monde, tous ceux qui
sont les députés d'un même groupe, par exemple, ou les élus d'un même groupe, C'est répètent ces éléments-là. c'est rare qu'il y ait ce genre. Parce que généralement, les journalistes, ils disent oui, c'est vos éléments de langage pour dire ah, vous me dites de la merde, tu vois. Genre, il y a toujours un truc très négatif sur les éléments de langage qu'ont souvent les intervieweurs. Et c'est hyper Mmh, intéressant mmh, que ça mmh. me dira l'amène à dire c'est quoi exactement, à quoi ça sert et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, tu vois. Genre, c'est ultra rare d'avoir ce genre de Ouais, questions-là en vrai. est-ce que c'est toujours mal, Ouais, parce qu'en vrai, les éléments de langage, ça peut être ultra utile, tu vois. Genre, c'est sur l'efficacité, sur aussi pouvoir avoir un message clair. Si tu le dis toujours avec les mêmes mots, bah, le message, il inscrit mieux, etc. De fond, ouais. Oui, elle le vulgarise extrêmement bien, c'est vrai. Parce que souvent, les journalistes, ils utilisent le terme d'élément de langage pour le rapprocher de la langue de bois. Alors, c'est vrai que souvent, c'est de la langue de bois, tu vois. Souvent, c'est une façon de noyer le fait politique, mais ça peut aussi être utilisé pour être oui, comme une arme politique, une arme langagière, quoi. Radio, à la télévision, 3, 4, 5 personnes différentes du même groupe politique répéter les mêmes expressions, elles vont entrer dans l'esprit des gens et on va mieux marquer, l'idée. Et toi, tu te positionnes comment justement? Est-ce que tu cours les matinales, les Non, BFM, les CNews, les quotidiens à l'époque pour aller et déverser ces éléments de non. langage? Non, pas du Ah tout. non, 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 T'aimes pas ça? non. Pourquoi? J'aime plus du tout la façon dont les matinales sont organisées ou les débats sont organisés. Il fut un temps où ils ne se ressemblaient pas tous, ils ne faisaient pas tous la même chose. On pouvait, à faire la matinale de France Inter, c'était pas comme faire la matinale d'Europe 1 ou de RTL ou d'une autre. Il y Hmm. avait une différence dans l'interview. Le journaliste marquait vraiment sa personnalité et il y avait quelque chose. Aujourd'hui, ils sont tous interchangeables et d'ailleurs, vous savez, ils passent tous d'une chaîne à l'autre sans aucun problème parce qu'ils Oui. sont formatés pour un style d'interview et leur seul et unique objectif, des fois, vous pouvez, compter le nombre de fois où ils interrompent, leur invité. Ils ne le laissent pas parler, ils le coupent, ils ont l'objectif de lui tirer les verres du nez ou quand c'est même pas tirer les verres. C'était mieux avant, réel. Bah ouais, hein, mais même il y a pas si longtemps que ça, hein. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à écouter la radio. Moi, je date ça, notamment sur France. J'avais beaucoup remarqué sur France Culture, l'arrivée de Guillaume Erner dans la matinale de France Culture. Bah, ça faisait que le matin, quand j'écoutais France Culture, bah, heureusement que je reconnaissais le timbre de voix de Guillaume Erner, parce que sinon, je croyais que j'étais sur France Inter, par exemple. Tu sais, j'avais vraiment un truc, mais parce que aussi Guillaume Erner venait de France Inter. Et genre, t'as vraiment ce truc-là où ça m'a vraiment désintéressé. J'étais en mode, mais ça sert plus à rien d'écouter les matinales, quoi. Même la Pix, paix à son âme, était mieux que ça. Oui, c'est vrai qu'Anne-Sophie Lapix aussi, elle avait ce truc-là un peu de. Elle avait sa façon de faire, ouais. Le Lobby de cassement en sixième. Oui, bah ça va, ça va, ça va, oui, ça va. Oui, non, mais ça, moi, les gens, j'ai arrêté de commenter, hein, il lisait Proust à 12 ans, hein, donc bon, qu'est-ce que vous Bah, voulez pendant faire? un temps, je me réveillais avec TSF Jazz, mais le Heu, problème, c'est que la musique le matin dans TSF Jazz, elle est tellement douce que je me Pendant un temps, rendormais. je me réveillais à avec les TSF Jazz. Judith Butler est C'est passée la grave. semaine dernière chez Guillaume Erner. Ah ouais? Judith Butler? Chez Guillaume Erner? Cet exercice de je vais coincer mon interlocuteur, Bourdin. bah oui. Et donc tout le monde reprend ce style-là qui, de bon matin, je comprends même pas comment moi de bon matin, j'ai pas envie d'écouter des gens en train oh, ça va, je préfère C'est de la mettre de la torture pour musique. toi. Ah non, non, non. Et puis ça n'a vraiment pas d'intérêt. C'est une machine à consommer de l'invité, à qui on essaye de faire dire quelque chose pour avoir des audiences et on se dit, ils regardent leurs audiences et Europe 1 dit, faut que je passe un peu devant RTL. RTL est la première matinale avec après France Inter. Oh là là, c'est des logiques qui sont épuisantes. Moi, je me demande à quel moment ils considèrent leur auditeur non pas comme un consommateur, mais comme une personne à qui on a quelque chose à transmettre, une information à transmettre, ou tu vois, ne serait-ce que le travail qui consiste à Le exposer. clip farming à la radio. C'est vrai que le clip farming, c'est les médias qui ont commencé, hein. Oui. De fond, hein. Oui, c'est vrai, le pire, c'est que c'est vrai que en vrai, Oui. pas si hot. Oui. Hot take, mais pas tant que ça. Bah, faire dire des phrases à son invité pour le mettre sur le bandeau, c'est un peu du clip farming quand il réfléchit. Une idée, une opinion et sa contradiction. C'est intéressant d'avoir ce travail-là. À quel moment il est fait sur un plateau de matinale? C'est même pas un travail de procureur. Je crois que même les procureurs donnent plus de temps à l'accusé pour se défendre. On parlait du poids des mots, le sens des mots. Et c'est vrai que dans un complément d'enquête, il y a une Ah. conversation entre toi. Oh là là! Oh! Oh! Le Oh! moment! Oh, le keyword! Le moment Oh, on y arrive! est! On y T-word, est! let's go! Le keyword! Ah! OMG! On y est. Et les membres d'une rédaction avec laquelle tu travaillais, qui a été prétendument dévoilée, c'est ce qu'ils disent dans cette conversation, t'aurais employé l'insulte suivante, ta f*** de merde. Quelle est la vérité derrière cette séquence? Est-ce que c'est une insulte? Oh! J'aime bien son angle de quelle est la vérité? Je sais pas, en mode c'est une insulte homophobe, etc. C'est quoi la vérité? Quelle est ta vérité? Genre, tu vois vraiment qu'il a l'habitude d'interviewer des gens de la télé-réalité? Parce que t'as tout le temps ce genre de truc où tu dois interroger la personne sur un drama qui a eu lieu, etc. Oui, c'est Mais vrai, c'est sans vrai. pour autant non plus comment dire? Forcément, ça encourage, enfin, ça entretient le drama, mais en même temps, en voulant tirer un autre truc. Enfin, tu sais, genre, bref, ça se voit que l'expérience paye. Sorti de son contexte? Est-ce que tu l'assumes? Est-ce que tu l'as dit? C'est une conversation entre moi et une salariée qui est à ce moment-là, je crois, attachée de presse du média. Et je suis en colère parce on a une crise à ce moment-là dans le média, peu importe ce que c'était, mais je suis en colère. Et donc, je suis pas contente de la réaction. Je crois, il y avait une news d'un étudiant mort à Tolbiac, un truc comme ça, alors d'affrontement à Tolbiac, etc. Je crois que c'était le truc de Tara, en effet. Et où il devait y avoir
avoir un démenti ou je sais pas quoi. Et genre, la question dans la rédaction à l'époque, c'est est-ce qu'on fait un communiqué pour démentir et pour s'excuser, etc. Et je pense que c'était l'attachée de presse qui relançait Sophia sur le communiqué, etc. Il y avait un petit peu une fronde dans la rédaction et Sophia qui voulait pas publier le communiqué. Et elle était en mode qu'il le signe et qu'il se le mette dans le cul, cette bande de merde, en mode genre, en mode c'est des trouillards et des fragiles qui veulent faire un communiqué pour s'écraser, qu'ils le signent, allez vous faire foutre quoi. Et j'ai cette expression qui renvoie en fait à leur lâcheté, parce que je trouve qu'ils sont lâches dans leur réaction à la crise qu'on est en train d'affronter. Et moi, je propose une autre stratégie qui n'est pas celle-là, en disant, mais écoutez, on assume d'avoir fait une erreur peut-être, mais on n'est pas là en train Merci, de attention à la de mousse. se jeter la pierre alors qu'on n'est pas à l'origine de l'erreur. Ouais, elle était en mode voilà, l'erreur c'est pas notre faute. On peut dire qu'on s'est trompé, mais on va pas faire un communiqué non plus quoi. Genre, je crois que c'était un peu ça le truc. Est-ce que Mauviette c'est homophobe? Bah, en fait, beaucoup d'insultes misogynes envers des hommes sont homophobes aussi, parce que l'homophobie est aussi une question de genre et donc une question d'association à la féminité, donc de misogynie. C'est un peu le même spectre quoi. Peu d'insultes sont safe. Oui, le principe des insultes c'est que c'est blessant. Et la question c'est quel levier tu utilises pour être Oui, blessant, mais la après. plupart des insultes utilisent des leviers compris par tout le monde dans la société, donc les leviers des dominations déjà existants dans la société. Bref, mais oui. Moi, j'ai l'impression que Baltringue est un peu déhomophobisé. Bah, Imo, elle aurait dû dire Baltringue. j'ai l'impression qu'il y a une Même si c'est un peu partie. homophobe, Baltringue. En fait, je pense que les gens qui utilisent encore Baltringue l'utilisent pour sa charge homophobe plus que ta fiole. Genre que les gens qui. En fait, c'est tellement peu Ah utilisé ouais? Baltringue que les gens qui l'utilisent, c'est vraiment pour être homophobe. Après, je sais pas, c'est ma hot take, hein, ça se trouve, c'est faux. Hein. Les insultes autour du pipi et du caca sont les moins problématiques. Oui, c'est sûr. Oui, Sale merde. petite merde. Moi, j'aime bien tocard. Oh non. J'aime bien Tocard. Mais ça fait tequet, genre ça, tocard. Le C'est vrai. susnommé Tocard. Moi, globalement, j'aime bien les insultes comment Le des dire, vieux, ouais. non, qui expriment dans la prononciation ce qu'elles veulent dire, tu vois. Genre que le mot, il reflète l'intention. Baltringue, zéro homophobe, apparemment. Utilisé dans le milieu du cirque pour désigner les manutentionnaires qui montaient et démontaient les chapiteaux. Il viendrait de l'argot balai et de tringle, un tringle à rideau. Ce serait lié au vocabulaire du cirque. À la fin du XXe siècle, qui prend également le sens de balance, cafteur, utilisé au masculin et au féminin. Aujourd'hui, dans le langage des jeunes adultes et adolescents, le mot prend la signification d'un bon à rien, un bouffon, une personne qui n'a pas de parole, un incompable, un incompétent. Voilà, Du c'est coup, pas c'est pas homophobe. Baltringue. Et pourquoi? Mais Voilà, attends, mais Baltringue on est n'est d'accord pas qu'à un moment, il y avait un homophobe. discours sur le fait que c'était homophobe. Mais non, mais les homosexuels veulent se faire insulter par chaque mot qui existe. Oui, c'est vrai. Baltringue, homophobie. L'origine du mot baltringue. Ah non, du coup, je comprends. Ok. Ah, ok, les gens ils disent que c'est un caractère homophobe parce que comme tu traites un homme de Oh non, mais en sous-homme, fait, du coup, c'est désolé, un. mais ça, c'est Ouais, non, les mais. homosexuels Merci, ne pas ras-le-bol. se placer à la place du faible et du queer challenge, en fait, c'est vous. Oui. Il y a une insulte pour dire sale lâche de merde et vous vous êtes senti visé parce que vous êtes des lâches de merde. Attends, quoi? Ok, Ah, ok. désolé, non, désolé. Là, c'est vraiment. Ça va que les homosexuels arrêtent de se sentir visés dès qu'il y a des refs à la faiblesse de fait, en fait. Un peu de solidité, c'est grave. Alors que t'as de merde, au moins, c'est clair. Voilà. Ah bah, ta Utilisez fiole des de vraies merde. insultes homophobes, bordel. Et enfin bref, peu importe, mais j'emploie cette expression dans cette conversation privée. On est en 2018, je ne suis pas élue de la République à ce moment-là. Si je ne dis rien, je ne vais pas dans un couloir insulter des gens ou dans une salle insulter des gens. Les personnes dont je parle ne sont pas des personnes homosexuelles. Il n'empêche que cette injure, ta fille de merde, est une injure homophobe. Mais moi, je ne l'emploie pas du tout dans le sens d'homophobie. Ce que je vise, c'est la lâcheté des gens. Et je suis allée regarder le dictionnaire parce que je peux vous assurer que quand j'ai eu ça, je me suis dit, oh, mais les gens vont croire que je suis une personne homophobe, etc. Je suis allée vérifier. Dans le dictionnaire, il y a bien les deux définitions. Moi, je l'emploie dans le sens de lâcheté. Mais est-ce que tu le voyais sous-entendu homo égale lâche? Non, Ou même non? pas. C'est parce que, comment dire, Même pas. J'adore. Même Je- pas. J'aurais pu. Parce que les homos, vous êtes un peu lâches. Mais ce jour-là, c'est grotesque. La réponse est incroyable. Même pas. J'aurais pu, mais J'aurais pas du tout. adoré. C'est- J'aurais adoré être homophobe, mais je peux même pas te donner ce plaisir. d'ailleurs, la majorité des injures sont soit sexistes, soit homophobes, ou grossophobes aussi. Et les injures de ce type-là, aujourd'hui, nous, on a une prise de conscience qui est assez récente, hein, si on veut bien être honnête, sur le caractère des injures qui sont jamais faites pour être agréables, il faut quand même bien le dire, mais qui peuvent porter ce type de contenu. Et tu vois, de la même façon que je te disais tout à l'heure, quand un journaliste me traite de brut ou d'autres de caractériel, je te dis, il y a un aspect sexiste et parfois même raciste à certaines injures, même s'il n'est pas évident, et ben, en réalité, ta fille de merde ou d'autres injures ont un caractère homophobe, sexiste,
ou raciste qu'il faut bannir de son langage. Donc moi, je ne dis pas que, comment dire, je l'ai mal vécu, Oui. parce Pourquoi que, tu l'as mal vécu? parce que ça m'a valu d'être traité d'homophobe, ce qui est le contraire de ce que je suis. Enfin, je suis engagée dans un mouvement politique. Mais je vois les gens sur Twitter qui vont dire ceux qui l'ont mal vécu, c'est les gens que tu as insultés. Pourquoi tu renvoies tout à toi? Mais ça va, elle s'excuse et elle a dit qu'elle arrêtait de l'utiliser. Vous voulez quoi de plus? Dont la défense des droits des personnes homosexuelles est fondamentale et fondateur. Je veux dire, c'est pas un à côté de notre engagement politique. L'argument de anyway, le mouvement et le programme que je défends est turbo basé sur Oui. ces questions-là. Moi, je trouve que ça reste le meilleur argument. T'as beau un jour en message avoir dit sale ta gueule, c'est bon, si tu défends le programme, tu défends le programme, quoi. Et en plus, elle est Oui. là en mode, je pensais pas à mal, mais vas-y, j'avoue, l'insulte est cringe, je l'utiliserai plus. Moi, Mm. ça suffit, tu sais. frère. Oui, en vrai, oui. Bon, de toute façon, c'est pas nous qui allons faire la leçon sur le fait d'insulter de trucs horribles. C'est pas ici que vous trouverez une condamnation. Oui, alors que t'as des homosexuels du RN, ils vont jamais dire un truc homophobe publiquement, et encore, on sait pas. Ils le font le signer et ils se le mettent dans le cul profond, cette bande de ta gueule de merde. J'arrive. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est le j'arrive après. J'arrive. Bah, en fait, moi, je peux pas parce que, en fait, là où je suis trop bête, je pense, par rapport à des gens qui, je pense, peuvent être choqués, c'est que en fait, ça me fait rire et imo quand un message de con que t'as fait sort, la honte que t'as d'avoir forcé des insultes qui sont cringe, ça y est, ça suffit en fait. T'as pas besoin d'en Oui. rajouter quoi. Une fois que t'es là, c'est bon, ça y est, elle s'est fait ficha. Elle dira plus des trucs comme ça. On peut passer à autre chose, tu vois. Je veux dire, c'est pas un à côté de notre engagement politique. Et je suis quelqu'un qui, au début des années 2000, quand je commence à militer au Parti socialiste, il y a un combat que je porte, moi, c'est celui du PAX. Je suis pour la mise en place du PAX. J'ai 20 ans, je suis à la Fédération du Parti socialiste à Paris à cette époque-là. Le débat a lieu au PS, beaucoup sont contre, mais moi, je fais partie des gens qui défendent cela. Et à l'époque, il y a un élu qui est assez connu à Paris, qui est Patrick Bloch, c'est le premier fédéral du PS, et je participe au débat pour défendre le PAX. Donc toute ma vie, j'ai défendu l'égalité de droit, je lutte contre les discriminations, et c'est vraiment un combat qu'on porte avec la France Insoumise qui est fondamental. Et on dit très clairement, c'est pas un à côté des politiques. La lutte contre les discriminations, contre l'homophobie, le racisme, etc., c'est fondamental dans la société que l'on veut construire. Donc je suis blessée parce qu'on me traite de quelque chose que je ne suis pas. En même temps, je suis d'accord aujourd'hui très clairement pour dire que à bannir de notre langage ce type d'injure. Parce que même si je vais te dire, ah mais c'est pas homophobe de ma part, il n'empêche qu'il y a des personnes qui le vivent comme de l'homophobie. J'ai un exemple que je peux donner, par exemple le terme ça me fait de la peine. Je ne le supporte pas. Je trouve qu'il est sexiste, raciste, il est insupportable. Pourquoi ? Ce terme. Parce qu'il est employé par des gens, souvent, qui... en fait, il a été complètement détourné, ce terme. Il est totalement détourné, il est péjoratif, il est dénigrant, il est rabaissant pour les femmes. C'est genre la jeune maghrébine des quartiers Et populaires. puis c'est la catégorie porno aussi, tu vois. Genre c'est aussi, il y a une projection sexuelle, un fantasme raciste. Oui, oui. C'est réducteur, insultant, méprisant, c'est dégradant. En tout cas, je connais beaucoup de femmes qui refusent ce terme-là et qui le vivent comme une injure. Bah, et puis surtout, en français, bon, déjà beurre, c'est désuet, tu dis quasiment plus ça pour un arabe, etc. Donc le fait que ce soit resté spécifiquement pour les femmes, et surtout avec le et, c'est-à-dire que le suffixe, c'est aussi un suffixe presque diminutif, tu vois. C'est vraiment quelque chose de petit car féminin, le et. Donc c'est aussi t'as une double, comment dire, t'as une double infériorisation, tu vois. Genre ouais, c'est ça comme choupinette, tu vois. Donc à bannir. Et il faut vraiment tenir compte de la perception des gens. Si les gens qui sont finalement concernés par une expression vous disent elle est insultante, eh ben elle est à bannir. Et je suis contente finalement d'avoir vu cette évolution. Je viens pas d'une époque où on se posait ces questions-là, soyons clairs. Moi j'ai mon adolescence, oui les injures c'était celle-là. Mais heureusement ça a évolué. Aujourd'hui on les accepte pas. Mais alors dans ce cas, il faut peut-être aussi pardonner Brigitte Macron, les sales connes. Qu'est-ce que t'en penses, tiens ? Le truc de l'insulte, bon, ça le conne, ça va, tu vois. Mais c'est surtout ce qu'elle En fait, c'est le contexte. c'est le contexte, ça, c'est ce qu'elle vise politiquement qui est problématique. C'est ça, pas- c'est que honnêtement, dire sale conne, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, tu vois. Oui, oui. Moi, je m'en branle que quelqu'un insulte ses hops de sale conne. Plutôt, la discussion, c'est le contexte politique. Pourquoi, voilà quoi. Bah oui, c'est ça. Est-ce que c'est un moment privé qui est filmé ou est-ce que finalement c'est Mais en vrai, c'est un un peu message qui est en vrai, c'est passé? un peu comme toi. C'est un moment privé qui a été sorti, en l'occurrence là, qui a été Enfin, filmé. moi, tu vois, si j'arrive ici sur ton plateau, dans le couloir, et que je sais que je suis filmée, j'emploie pas ce genre d'expression. Mais c'est pas ça le pire qu'elle fait, Brigitte Macron. C'est pas de dire sale conne.
C'est le pire qu'elle fait, c'est qu'elle décide de rendre public son soutien à un homme Harry Habitant, qui a été accusé d'agression extrêmement violente, et qui a eu 2 non-lieux. qui a eu deux non-lieux en effet, mais elle décide de le faire sciemment en disant, je veux dire, quand on est féministe, peut-être qu'on peut se dire c'est pas le moment d'aller apporter les premières dames. Alors moi je suis d'accord pour dire que le première dame n'est pas un statut et ça devrait pas exister, d'accord. Mais elle vit et elle se vit comme une première dame, comme si c'était un métier. Oui, c'est ça, voilà, le pire, c'est ça. Le problème, c'est qu'elle insulte des féministes qui se mobilisent contre un mec accusé, plus que qu'elle les traite de connes, tu vois. Bref. Après, oui, c'est vrai que Brigitte Macron n'est pas féministe aussi. Elle fait un choix quand même de ce genre-là. Après, elle est allée sur le plateau de TF1, il me semble, ou de France 2, je sais plus, pour présenter des excuses en disant je n'aurais jamais dû employer cette expression et je regrette d'avoir fait de la peine aux personnes à qui je l'ai dit. Mais elle incarne aussi une vision politique. Oui, et que limite Brigitte Macron qui dit j'aurais pas dû dire ce mot, t'as envie de lui dire oui, enfin encore une fois, c'est pas le mot le problème, tu vois. Genre, tu sais, t'as un peu un truc aussi, c'est facile de présenter ses excuses parce que oh là là, c'est vrai, j'ai pas utilisé le bon mot, alors que derrière, l'intention, elle est toujours là, tu vois. Brigitte Macron, qu'elle le veuille ou non. Et cette vision politique, c'est celle d'une droite conservatrice et même réactionnaire sur un certain nombre de sujets. Donc naturellement, quand elle considère que des féministes qui protestent sont des sales connes, c'est pareil, c'est tout un mépris qui est transmis de cette façon-là. Et elle ne le fait pas dans un cadre privé, elle le fait avec une caméra qui la filme et elle se doute bien que c'est pas... Quand il y a une caméra dans une pièce, vous savez très bien que c'est pas un secret. Tu sais ce que ça signifie une dame de pique, Sophia Chikero? Dans les jeux de cartes, là, Ouais. je t'avoue que non, pas trop. Là, est-ce que c'est celle qui bat vous toutes la les autres suite dames? Bah alors, en tout cas, c'est celle qui a été utilisée par complément d'enquête, vu qu'on était dans les qualificatifs, pour te qualifier. Et je voulais analyser avec toi les mots qui avaient été apposés sur leur enquête. D'accord, on Tu vois, parle beaucoup de mots là. ils disent, mais c'est intéressant, hein, complément d'enquête sur la plus puissante des insoumises, Sophia Chikero. C'était vendu comme ça. Le bras armé de Jean-Luc Mélenchon, ou encore le titre, c'était La Dame de pique de Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que je te demandais si tu savais, si tu connaissais la définition de la Dame de pique, parce que moi je suis allé la chercher. Alors dis-moi. Alors, la Dame de pique. La Dame de pique représente une femme envieuse, animée par un désir de vengeance. Elle est jalouse et sabote le bonheur d'autrui. Bien souvent médisante, la Dame de pique aime raconter des mensonges afin d'en étudier les répercussions. Ils sont vraiment allés loin pour chercher la rêve complément d'enquête. Hein. C'est des ouf. Hein. On décortique ensemble un petit peu. J'ai vraiment envie de parler de ça. Mais je trouve que c'est intéressant les mots qui sont choisis. Comment tu l'as vécu toi déjà tout ça, tous ces qualificatifs J'y prête sur même une Non, chaîne? parce que là, tu vois qu'elle est un peu en mode saoulée, en mode bon, est-ce qu'on va encore parler de ça Bon, les mots, est-ce que je vais faire toute l'interview sur le fait que non, je ne suis pas la méchante sorcière que l'on décrit. Mais en même temps, lui, tu vois que c'est aussi son élément habituel d'être en mode bah non, là, t'es en train de te rebrander ton image chez moi, donc tu joues le jeu, tu vois. Genre, tu vois qu'il y a un peu. Là, on commence à voir une dissonance entre les objectifs de Sam Zira et de Chikiro derrière cette interview, je trouve. Attention. Nationale du service public Ouais, comme ouais, France ouais. 2. C'est toujours intéressant de voir que ce sont toujours, derrière, c'est toujours des journalistes hommes de la même tranche d'âge. Ils ne supportent pas que, à mon avis, moi c'est comme ça que je le comprends, Oui. ils ne supportent pas qu'une femme comme moi, qui vient de province, qui vient du milieu social d'où elle vient, j'ai fait toutes leurs écoles et je pense même que j'ai mieux réussi mes études qu'eux au même moment que, tu vois. Je pense qu'il y a une volonté telle d'abattre psychologiquement par l'emploi de ce terme. Alors je savais pas que la définition de dame de pique était aussi horrible. Ah, je suis allé très Après, je pense en vrai, vu comment c'est écrit dans la Minia, pique, P-I-Q-U-E-S, je pense que c'est plutôt un jeu de mots sur le fait qu'elle fait des piques, plutôt que le truc en mode de tarot qu'a retrouvé Sam sur Femme Actuelle. loin. Ah mais elle est horrible cette définition. J'avoue, c'est dur. Non, Ouais. franchement, oui. Après, est-ce qu'ils ont eu toute cette réflexion derrière? Je Mais sais logiquement, il pas. faut la voir hein, quand on Ouais, choisit bah oui, des oui, titres. oui, écoute, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas. Bon, ils avaient envie que je sois ça, donc ils ont fait un documentaire pour essayer de raconter cela, je pense finalement. C'est marrant quand même parce que je trouve toujours que les termes. C'est les deux, c'est pas un hasard. Bah, c'est vrai que le côté envieux, carriériste, jaloux, qui veut empêcher le bonheur des autres, etc., en vrai, ça correspond aussi au portrait qui a été fait dans le complément d'enquête, quoi. Qui sont employés en disent plus sur les gens qui les emploient que sur ce qu'ils cherchent à qualifier. Me concernant en tout cas, cette obsession du pouvoir, de la puissance, la plus puissante des insoumises. Bon, dis donc, moi je vais vous dire franchement, parmi les femmes les plus puissantes à la France insoumise, mais puissantes au sens positif du terme, celles qui marquent les esprits, celles qui changent les choses, celles qui organisent, quand vous voyez Mathilde Panot, Clémence Guettet, Manon Aubry, qui sont des chefs, Rima Hassan, qui sont des femmes qui incarnent publiquement des... Moi je trouve que la puissance féminine, c'est pas quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de magnifique pour les femmes. Donc si c'est renvoyé à ça, incarner une puissance féminine, c'est-à-dire des femmes aussi qui sont capables d'aller au devant des choses, de les incarner, de les porter, de ne pas se soumettre, ça me va. Mais je pense pas que dans leur esprit, c'était ça qu'ils voulaient dire. Eux, ils voulaient parler presque de la femme qui manipule, qui instrumentalise, qui est dans l'ombre et qui
C'est à la fois insultant pour le mouvement qu'est la France insoumise parce qu'il ne fonctionne pas comme ça, mais vous savez, il y a une obsession, une espèce de on nous a qualifiés de meute, on nous La a meute, animalisés exact. aussi. Donc je crois que tout ça participe de stratégies de nuisance médiatique, de dénigrement médiatique qui font Certains essaient partie. même de vous mettre sur le même plan que le RN, hein. C'est comme si, être raciste ou lutter contre le racisme, c'était la même chose. Alors là, vous n'acceptez jamais ça. Si vous êtes de gauche et que vous êtes engagé dans les luttes contre les discriminations. Déçu par ces réponses Femlib aux F tiers. Bah, on voit aussi, oui, en effet, on voit beaucoup le logiciel féministe en mode la puissance, l'empuissantement, etc. Bon, ça existe tant mieux. En vrai, quand tu regardes ça, c'était un peu en mode. Je trouve que de toutes les femmes politiques, c'est les meufs de la France insoumise auxquelles j'autorise le plus d'employer ce genre de vocabulaire féministe libéral de l'empuissantement, parce que c'est les meufs qui vont le plus au combat, tu vois. Oui, après, ça reste dommage Mais oui, ça reste. Oui, oui. qu'il y ait ce référentiel, tu vois, faut pas le nier. N'acceptez jamais qu'on vous mette un signe égal avec ceux qui prônent, qui vivent et qui diffusent la haine raciale ou les discriminations. On ne peut pas nous renvoyer dos à dos. C'est la pensée plutôt Hitler que le Front populaire. C'est la même pensée. C'est celle qui consiste à dire que le bourreau et la victime se valent. C'est ça, on combat ces choses-là absolument dans le langage. Mais c'est vrai que ça fait maintenant bientôt 10 ans qu'à la France insoumise, depuis le score de près de 20% de 2017, qu'on subit une machine infernale médiatique qui consiste à nous diaboliser. Et moi, je fais partie des personnes certainement qui sont plus facilement prises pour cible. Peut-être aussi parce que je refuse d'aller leur parler, de les fréquenter, que je leur réponds pas. Ben ça, voilà, c'est ce que je disais, tu vois, c'est le truc. Globalement, depuis, il y a une nouvelle période qui s'est enclenchée depuis le génocide à Gaza, quoi. Genre, c'est vraiment, il y a eu une brutalisation encore pire et ça s'engraine, quoi. Mais ça marche pas si bien que ça, je trouve. Moi, les gens, quand je croise à Paris, où je suis très présente sur le terrain, dans les campagnes, etc., ils me disent pas tout ça, loin de là. La puissance, c'est une qualité, hein. Dans le sport, c'est une qualité. Dans la vie, c'est une qualité. Émotionnellement aussi, c'est une qualité, même si ça peut parfois nous desservir aussi, tu vois. Mais est-ce que tu te sens toujours, même si tu l'es pas, et je sais que tu n'aimes pas ce mot puissante, mais est-ce que parfois tu te sens désemparé? Est-ce que parfois tu te sens triste? Est-ce que parfois tu as envie de tout lâcher? Ah. Je sais que tu vas me dire, mais non, alors là, je suis candidature mairie de Paris, je peux pas dire ça parce que sinon je vais passer pour une nana. Ah, j'adore comment il préchote le fait qu'elle va pas répondre à la question. En mode, bon, oui, ok, d'accord, t'as une image à renvoyer, mais allez, donne-moi Agraï, s'il te plaît. Oui, le côté d'humanité. Mais parce que ça, c'est un truc que Mélenchon, il le fait parfois, même de plus en plus. Le truc de un peu revenir sur le truc de. Bah ouais, notamment quand il sait qu'il est dans des médias un peu alliés. Je sais que chez nous, il était un petit peu plus allé sur ce registre de ça fatigue, ça atteint, mais on peut pas se permettre de se laisser atteindre, etc. Tu sais, il y a une façon de parler aussi de la douleur que tu ressens sans pour autant passer pour un faible. Mais c'est compliqué à répondre hein, politiquement parce que il y a toujours, en fait, il y a toujours un risque de paraître comme faible et de laisser une brèche pour les autres de s'enfoncer. Et ça, c'est vraiment la paranoïa que tu as. Je pense que tu es une personnalité politique, de ne pas laisser montrer tes faiblesses. Et en même temps, surtout pour une femme, ne pas assez les montrer, ça renforce l'image de la sorcière froide et calculatrice qui n'a aucune émotion, etc. Qui est vraiment l'image misogyne facile pour les femmes de pouvoir, tu vois. À l'époque de la première campagne 2017, ils disaient souvent que l'acide passe sous l'armure. Ouais, ouais. En tant qu'être humain, j'ai toutes les émotions du monde et je peux passer d'une émotion à une autre, etc. Vraiment. On dirait Ras qui me dit que je suis psychopathe. Oui. Et oui, parfois je suis triste. Et parfois, vraiment, la situation actuelle, par exemple, l'état du monde, le rapport à la guerre et à Donald Trump en ce moment qui pèse quand même avec la peur de la guerre, tout simplement, c'est désespérant. La dernière fois que j'ai pleuré, par exemple, c'est Oh. la semaine dernière pour l'hommage qu'on a rendu à Alassane Diarra qui a été tué dans le 20e arrondissement. Mais moi, j'étais bouleversée parce qu'il y avait son père qui s'est mis à sangloter et moi, ça me déprime. Quand je sors de ce moment-là, je me dis, mais en fait, on n'y arrivera jamais, quoi. Ils continueront de tuer des gens juste parce que. Ok, donc c'est complètement l'inverse de ce que j'ai dit. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle partage un truc aussi bah du coup intime du coup sur les larmes et tout. Enfin, tout en les rendant politiques, tu vois. Mais ouais. Ils sont garantis d'avoir une certaine impunité parce que la personne est noire ou arabe et que on a un système aujourd'hui qui fait qu'on en est revenu à ce point où des hommes qui portent un Elle uniforme. en parle sur un meurtre policier. Oui, c'est ça. C'est un truc aussi. Enfin, c'est un truc politique, mais c'est aussi. Oui, l'intime est Bien sûr. acceptable puisqu'il est relié à une question politique. Ouais, mais en même temps, je trouve que c'est la meilleure façon d'en parler aussi parce qu'il lui pose la question de est-ce que parfois t'es Ouais. déprimé, sous-entendu à cause de tous
les trucs que tu te prends dans la gueule, tu vois? Donc tu as le truc aussi de, bah, c'est bien aussi de pouvoir admettre que, bah, oui, parfois tu es un peu désespéré, mais ça t'empêche pas de combattre et je pense que c'est la souvent, en fait, en politique, les gens ont peur d'être trop, dans le dooming et dans la défaite parce que ça a un effet d'entraînement. Il y a un effet d'émulation des émotions et du coup, tu as peur que si tu montres que toi-même, parfois, tu es un peu désespéré, que ça démobilise les gens autour de toi. Sauf qu'en fait, presque montrer que parfois, en effet, tu es désespéré, mais que tu continues toujours à te battre, ça a aussi un effet d'entraînement pour les gens qui ont ce même sentiment de désespoir et qui pourraient, tu sais, genre, te voir de loin en mode non, mais elle n'a pas d'émotions, c'est pour ça qu'elle continue. Moi, j'ai des émotions et du coup, je ne peux pas supporter, etc. Et en fait, tu vois, ah non, elle a les mêmes émotions et en plus, elle arrive à trouver la force de se battre. Vas-y, c'est inspirant, je veux faire comme elle, tu vois. Je pleure de rage, de colère, d'impuissance et puis face à l'injustice, ouais, des fois, ça me désespère. Ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer à Gaza, des fois, je supporte plus. Je dis: «C'est pas juste, quand est-ce qu'on va s'en sortir?» Et puis, alors ça, c'est des émotions personnelles. Mais le fait d'être un militant politique, une militante politique, moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, j'aime l'histoire, je m'inscris dans la longue histoire, je me revendique d'une lignée, de militants politiques, historiques et cetera. Le fait de côtoyer des gens qui viennent de pays différents où les situations sont pires que la France. J'étais lundi soir avec des réfugiés russes, qui sont pourchassés de Russie et des réfugiés ukrainiens qui ont dû fuir aussi, l'Ukraine. Quand tu vois les gens comme ça, c'est différent, tu vois? Tu remets les choses à leur place et de toute façon, finalement, le politique, l'emporte toujours et je sais que c'est la phrase de Victor Hugo, hein: «Ceux qui luttent sont ceux qui vivent». Donc on lutte, il y a pas d'autre façon de faire. De toute façon, même si tu te dis tu vois, toi, tu te dis: «Moi, je m'intéresse pas à la politique, c'est pas mon monde, c'est trop violent, moi, je veux en rester au dehors de tout ça, ils sont fous ces gens qui font de la politique». Tu pourrais te dire ça, peut-être que des gens qui nous regardent, Je me disais ça avant. ouais, mais la politique, elle s'occupera de toi. Quoi que tu fasses, quoi que tu crois, la politique s'occupera de toi. Aujourd'hui, il est question d'aller mettre des modules d'enseignement dans les écoles, les collèges, sur la guerre, sur les questions de défense, pour essayer Mmh. de préparer les futures générations. Elle est très forte. La façon dont elle passe du Ouais, c'est bon, désespoir au la partie de truc. l'interview est trop bien, hein. Ouais, ouais, de fou, là, elle est vraiment, Franchement, là, elle est, elle est on elle est en fire, ouais. maîtrise hein, sur l'interview avec Zira, hein. Grave, grave. Et surtout, elle a bien compris à qui elle s'adressait. Elle a Oui, bien compris de qu'elle fou. était face à un public plus ou moins dépolitisé. Grave. C'est vraiment bon, hein. Et moi, la deuxième partie est la meilleure. Ouais, de fou. Bah, en fait, quand on sort du truc, éternel de: «Ah, les gens disent ça de toi, qu'est-ce que tu en penses?» et cetera et on re-rentre. Après, c'était bien quand même, mais Non, c'était oui. très bien, mais à un moment, ça commençait à tourner en rond quand même. Et là, on re-rentre Oui. dans le cœur de la politique et du discours. Là, on est bien là. Un climat de guerre et éventuellement de pouvoir les mobiliser dans des guerres conventionnelles, c'est-à-dire des guerres de soldats, sur le terrain. Les parents aujourd'hui se rendent compte que: «Mais attendez, si je m'occupe pas de politique, ça se trouve demain ils vont prendre mes gosses. Mon gamin qui a 13-14 ans aujourd'hui, à 18 ans, ils vont me dire qu'il est prêt pour aller combattre. J'ai pas élevé un enfant pour l'envoyer à la guerre. Donc vous avez intérêt à vous occuper de politique». Et moi, toute ma vie, elle est faite de ça parce que je viens d'une famille qui, a été, prise par la politique malgré elle. Quand mon père me raconte avant la guerre d'Algérie et après la guerre d'Algérie, le monde d'avant la guerre d'Algérie pour mon père, c'est un monde, incroyable. Il est dans son petit village, perché en Kabylie, c'est, en haut d'une colline avec une vue sur le versant, c'est d'une beauté exceptionnelle. De l'autre côté, de l'autre versant, c'est la mer à perte de vue. Il est dans un endroit où mon père me décrit le paradis sur terre. Il me dit: «On vivait avec la nature, on avait à manger, on avait des animaux, la belle vie». Et puis la guerre arrive. Donc la politique est venue s'occuper d'eux. En 4 ans, 5 ans, ils ont été, leur village a été, rayé de la carte. Ils ont dû fuir. Mon père s'est retrouvé réfugié et du jour au lendemain, il s'est retrouvé, son père a été emprisonné, ses frères étaient à la guerre et lui s'est retrouvé enfant, 10-12 ans, à devoir cirer les chaussures pour gagner un peu d'argent, vendre des journaux pour gagner un peu d'argent. La politique l'a rattrapé et ça n'a été que ça. Ensuite, après la guerre, ça a été, les grèves dans les entreprises, dans les usines. Ah, oui, voilà, je savais qu'il y aurait des commentaires comme ça. Du coup, sous le colonialisme, c'était la belle vie. Non, c'est la perte de l'innocence qu'elle raconte. Même les gens qui vivent dans des situations politiques difficiles ou intenables ont de leur jeunesse, de leur enfance, des souvenirs qui sont beaux et idylliques parce que c'est les souvenirs les plus importants que tu te construis. Donc évidemment qu'il y a ce biais-là, évidemment que c'est... Après, bon, t'as aussi... Tout le monde n'a pas ce récit de l'Algérie, hein. Je sais que moi, mon grand-père, c'était plutôt en mode... c'était de la merde, on s'ennuyait, je gardais les chèvres et on n'avait pas de thunes, tu vois, et on bouffait pas. Genre bon, ça dépend aussi des personnes, des endroits, des vies que t'as vécues, tu vois. Mais surtout, dans une vie de petit village, dans une vie de trucs, etc.,
etc. Tu vois. Je suis algérien, je mange sous les rageux, on m'a sorti d'autres récits et je réagis. Non, mais je suis totalement d'accord, moi aussi, j'ai eu d'autres récits dans ma famille. Mais tu vois, par exemple, c'est un récit qui est inverse à celui de ma grand-mère. Et ma grand-mère, qui me parle de l'Algérie aussi un petit peu de cette façon-là, avant qu'il bouge en France, etc., etc. Parce que aussi, bon, c'est pas la même classe sociale à la base entre les deux, donc tu as aussi un confort matériel. Et pourtant, c'était quand même la colonisation. Et pourtant, elle a quand même porté des valises pendant la guerre d'Algérie quand elle était adulte. Mais c'est juste que tu attaches à tes souvenirs d'enfance un espoir que tu perds au fur et à mesure que tu réalises le monde dans lequel tu vis. C'est plutôt ça. Il devait vivre dans un village perché en haut de la Kabylie, il devait pas croiser souvent les forces coloniales. Oui, et il y a ça aussi. Peut-être qu'ils avaient la chance d'être dans un village où, soit parce qu'il y avait un accord avec les forces coloniales, parce que aussi parfois tu vis malgré toi dans des accords qui sont déjà faits, soit parce qu'il y avait une relative indépendance vis-à-vis du reste de la marge, de la marge du monde, qui pouvait permettre aussi cette innocence. On a crevé de faim pendant 17 jours parce qu'on a fait 17 jours de grève pour avoir nos droits et ainsi de suite. Donc que vous le vouliez ou non, la politique s'occupe de vous. Donc il vaut mieux en avoir la pleine conscience. Je ne dis pas que tout le monde doit être militant politique, c'est pas vrai. Il y a une aspiration à militer politiquement. Mais tout le monde doit s'informer, s'instruire de ces sujets-là. Est-ce que c'est pour ça que tu as déposé ta candidature à la mairie de Paris pour un nouveau Paris populaire? Toi, tu es pour un Paris populaire, Sarah Knafo, elle est pour un Paris heureux, Rachida Dati, elle est pour un Paris apaisé. En vrai, j'aime bien son côté analyse des mots. Moi, je porte une vision de Paris qui, je trouve, a été effacée par tous les discours dominants ces dernières années, mais aussi par les politiques publiques dominantes de ces 25 dernières années. On a fait de Paris la carte postale censée attirer les touristes et attirer les investisseurs étrangers. Émiline Paris. Ça contribue à cette narrative. Et les politiques publiques, qu'elles soient régionales, étatiques ou municipales, tournent autour de ces deux idées. Faire venir des touristes à Paris, c'est le tourisme de masse, et faire venir des investisseurs étrangers. Ça, je comprends pas qu'il n'y ait pas encore un immense sujet sur le tourisme de masse à Paname. De fou. Genre quand tu vas à Barcelone, par exemple, c'est vraiment l'un des gros sujets politiques, quoi. Ouais. Et tu vas pas me faire croire que là, Paris est moins touristique, quoi. Oui, c'est vraiment des sujets de lutte Oui, avec c'est ça. même des milieux plus squat, plus de gauche, etc., qui voient tous les jours se faire expulser pour construire des Airbnb, tu vois. Genre, il y a un truc. Mais j'ai l'impression aussi qu'à Paris, je me demande. Je connais moins Barcelone, c'est pour ça que je peux difficilement faire la comparaison. Mais je me demande si à Paris, comme ils se sont d'abord occupés de virer les pauvres et ensuite progressivement étendre le tourisme aux zones où il y avait les pauvres avant, qu'il y a moins eu cette confrontation directe, tu vois. Moi, les seules confrontations de voisinage que j'ai vues dans mon quartier de Bourges, qui étaient liées en vrai un peu au tourisme, c'était les habitants bourgeois qui venaient d'acheter ou qui avaient acheté leur appart dans le Marais ou qui avaient hérité de leur appart dans le Marais et qui faisaient des banderoles parce que vous vous rendez compte avec les bars, la nuit, il y a trop de bruit, etc. Et qui étaient plutôt des luttes locales de frustration liées à la rentabilité de leur logement et du standing de leur logement, plus que de l'envahissement et du fait de vouloir les dégager. Là où ce qu'on a vu à Barcelone, c'est plus des luttes contre le tourisme qui dégage les gens, plus que le bruit qui fait que du coup, ton appartement, il vaut pas aussi cher que t'aimerais, tu vois. Résultat, c'est de la spéculation immobilière qui aujourd'hui fait que les Parisiens peuvent plus se loger à Paris. Vous savez, les investissements directs étrangers qui vont dans l'immobilier dans notre pays, en 2021, c'était 22%. À Paris, vous rajoutez 10 points. Vous avez un tiers des investissements étrangers qui se font dans la pierre à Paris. C'est-à-dire que des fonds d'investissement étrangers et des acheteurs étrangers détiennent le patrimoine parisien. Ce sont des lieux qui sont fermés, qui sont pas mis en location, etc. Et ce qui contribue à la spéculation immobilière. Parce que ces gens-là, ils inscrivent dans leur comptabilité un actif immobilier. Et cet actif immobilier, il doit prendre de la valeur. Et pour qu'il prenne de la valeur, il faut qu'il y ait de la pénurie immobilière. Ce que j'adore, c'est qu'elle est ultra didactique dans l'explication de la spéculation, de voilà comment ça se passe. Ils ont un truc, ils ont besoin que ça prenne de la valeur. Du coup, ils ont besoin que les gens ils aient pas de logement. Comme ça va prendre encore. Genre, c'est vraiment, je trouve qu'elle est, elle est méga pédagogue là-dessus, quoi. Voilà, c'est ça les politiques de la ville de Paris. Ça a mené à de l'éviction sociale. 140 000 Parisiens en moins en 11 ans. Les gens ne peuvent plus vivre à Paris, ne peuvent plus fonder de famille à Paris. Les gens sont obligés de quitter Paris. Tu aimes Paris? Moi, j'adore Paris, c'est ma ville, Paris. Ça fait 26 ans maintenant que je vis à Paris. Je suis arrivée en novembre 2000, 25 ans. T'as déjà quitté Paris? Je suis déjà allée vivre à l'étranger un certain temps. Ouais. Et on y revient à Paris? Obligatoirement. C'est impossible pour moi. Hein. Je ne conçois pas ma vie sans Paris. Ah, cette parisienne, oui. Je suis trop heureux. Oui, de fou. Caséras ce moment. Oui, bah désolé, oui, on est des amoureux de Paris, nous aussi, voilà. Je me suis totalement construite à Paris. Je me suis totalement émancipée à Paris. Je suis devenue moi à Paris grâce à Paris. Paris, c'est la ville de l'émancipation. J'ai même des gens qui témoignent, parce que j'ai tenu ce discours-là dans des meetings, des gens qui me disent, pour moi, Paris, c'était la seule façon de survivre. C'était ou Paris ou le
Oui, oui, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est vraiment en plus, moi, c'est ça que je trouve beau, c'est que même elle a trouvé une poétique de Paris Oui, qui on est en parlait, on disait vraiment qu'il fallait qu'elle unique. fasse ça quand on en parlait. Elle a vraiment trouvé la poétique de Paris qui percute et qui est vraie, tu vois? Je me rappelle, je crois que c'était à son meeting de lancement de campagne où, elle parlait de Paris comme ville refuge pour les personnes LGBT aussi, qui quittaient la campagne pour se trouver leur émancipation à Paris et cetera. Le côté un petit peu la fuite vers la ville et tout et en fait, c'est vraiment u enfin, c'est un truc universel. On en parle beaucoup dans les parcours, LGBT, mais en fait, c'est un truc vraiment universel, tu vois? Genre, c'est un truc, ça s'applique à tellement de types de populations. J'ai des gens qui m'ont raconté ça. Parce qu'ils venaient d'endroits, quelqu'un m'a témoigné, il m'a dit: «Moi, je venais de Normandie, d'un bled où je me sentais discriminée tout le temps. Oui, la Normandie! Oui, oui, la Normandie! Je pouvais pas être moi, je pouvais pas exister en tant que moi-même». Il dit: «Je n'ai tenu bon que parce que je pensais à Paris et au jour où je viendrai vivre à Paris pour me libérer de ça». Oh là 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 là! C'est vraiment le moment pour Raz. Elle parle de toi. Oui, bah, eh oh, moi j'ai rien fait, hein. C'est grave, hein. Elle va dire qu'il portait une casquette Gucci. Et pour plein de gens, il y a des gens qui sont à l'étranger, qui se disent: «Paris sera la ville où je vais, me construire, où je vais me réaliser». Un peu comme, tu te dis: «Je vais à New York», il y en a qui pensent qu'ils vont à New York pour cela. Plein de gens qui viennent à Paris. Je voyais quelqu'un dans le chat qui était en mode: «Ah, c'est quand même pas, très joyeux, que soit Paris ou sud quand même, genre bon, Paris, pas ouf et cetera». Et c'est pas juste Paris parce que c'est des jolies pierres, tu vois? Mais c'est aussi parce que pourquoi les gens C'est fantasment la Paris ou New liberté, les York? gens. Oh là Oui, là, c'est vous ça. comprenez pas. C'est le foisonnement de vie, de rencontres, même le foisonnement Et puis artistique, c'est hein, les gens, pas OK pour le reste des endroits, quoi. Paris, c'est un c'est les endroit où rejetés tu peux d'ailleurs. trouver refuge, que ça soit, dans l'anonymat ou dans la communauté, des autres Mmh. chelous, quoi. Mais je pense que même beaucoup je pense que ça doit évoluer avec le fait que, la France de Macron, quoi. Mais tu sais, par exemple, le fantasme de New York, c'était un fantasme d'une vie, culturelle, politique particulière, tu vois? C'était pas que des gens qui étaient en mode: «Ah, New York, il y a des jolis gratte-ciel». Bon, il y a de ça aussi, ça fait partie de la mystique. Mais qui étaient en mode: «À New York, c'est là que ça se passe, c'est là que les choses bougent. C'est là que je vais trouver l'émulation et les personnes qui vont m'aider à me réaliser artistiquement, qui vont me sortir de moi-même, qui vont» et cetera. Là, je pense encore une fois au milieu artistique, tu vois? Mais voilà, c'est pas parce que quand on parle de Paris, on parle de tout ça et toute la mystique qui est ajoutée à ça et en vrai, là, on parle de la région parisienne parce que voilà, c'est là que la moitié des mouvements artistiques ont émergé. Bah oui et c'est pas pour rien et aussi c'est aussi le risque et je pense qu'elle va aller là-dessus, Sophia Chikirou, je pense. Mais c'est aussi le risque de voir disparaître cette raison pour laquelle les gens vont à Paris, tu vois? Voir disparaître cette créativité, l'accessibilité, la possibilité pour les gens de se rencontrer, de faire la fête. Voilà, je vous renvoie encore à l'interview sur Radio Nova, mais c'est un truc vraiment qu'elle intègre bien, qui sont en fait tous les espaces de vie, quoi. Pour s'émanciper, se libérer, se réaliser dans la mode, dans l'édition, dans le journalisme, dans la politique, dans la finance, peu importe. Oui, ça représente un peu le champ du tout est possible, tu vois, du rêve qui Ouais, peut se concrétiser. Mais mais il y a un est-ce rêve que les rêves parisien. aujourd'hui, dans Paris comme Paris est aujourd'hui, est-ce que les rêves, ils peuvent véritablement se concrétiser? Est-ce que un pâtissier qui rêve d'avoir sa boutique avec ses clients, il peut véritablement le faire aujourd'hui comme il pouvait peut-être le faire il y a 20 ou 30 ans? Non, c'est quasiment devenu impossible. Quand tu te rappelles, l'interview de Thierry Mugler par, Oui, Loïc quand il Prigent? raconte qu'il va à Paris, un peu sur un coup de tête et tout. Ouais, qu'il fait le tour de tous Oui, les de tous les qu'il endroits, rencontre c'est ça et c'est quoi? C'est qu'il rencontre une couturière, à un moment, il peut travailler pour elle, ou il on ren lui donne un lieu, enfin, il y a ouais. vraiment une histoire où ça n'a pas de sens, où c'est vraiment cet homosexuel fan de mode qui se retrouve à pouvoir travailler alors qu'aujourd'hui ça n'existe plus de faire des choses comme ça, quoi. Et c'est vrai que, bah, tu plus vraiment ça, quoi. Enfin, tu plus ça dans le centre de Paris. Aussi parce qu'on en revient à cette question du pari populaire. Le pari populaire, c'est celui où justement l'immobilier vous est accessible, que ce soit pour lancer un commerce ou pour vous loger, qui est la base, le fondement, la structure de base même de votre émancipation, c'est d'avoir un toit sur la tête ou d'avoir accès à quelque chose qui vous permette de développer votre activité. Si vous n'avez pas ça, comment vous faites? Si Mmh. vous êtes précaire au quotidien dans votre vie, c'est très compliqué de pouvoir aspirer à vous réaliser, que ce soit dans le commerce ou dans d'autres. Aujourd'hui, un boulanger ou un pâtissier qui veut faire de la boulangerie et de la pâtisserie artisanale à Paris, il ne peut pas. L'accès aux locaux commerciaux est quasiment, impossible. Les loyers sont excessivement chers, le prix de l'énergie est excessif et le pouvoir d'achat des Parisiens n'est pas si élevé que ça. Une fois qu'un Parisien a consacré entre 30 et 50 de son revenu à son logement, tout le reste des postes, il est en mode économie. Il n'est pas en mode,
mode je vis largement. Et c'est ça aussi, je trouve que c'est beaucoup le mythe aussi je me faisais la réflexion en repassant dans mon ancien quartier et en regardant un peu les apparts et en regardant un peu les prix des apparts, etc., qui sont pas des apparts. Oui, moi aussi, j'aimerais acheter un appart dans le 11e Cassandre, mais pour l'instant, on n'est pas assez riche, le Oui, chat mais donne pas assez d'argent. Oui, mais tu vois, ils sont au prix auquel on vendait les apparts haussmanniens en premier étage, c'est-à-dire ceux qui ont la plus haute hauteur sous plafond. Quand moi je suis né, bah, on vend des apparts de troisième étage qui sont quand même beaucoup plus exigus, tu vois. Et Des t'as apparts aussi de 3e étage. ou de quatrième étage, Et rappelle-moi, t'as grandi dans un appart de quel étage, toi, juste pour savoir? premier étage avec un haut plafond. Mais bref, non, mais tout ça pour dire que Ouais. il y a aussi comment dire, l'inflation des prix se fait aussi avec. En gros, t'as besoin de payer plus cher pour un truc plus petit. Et en fait, c'est aussi ça où t'as aussi un sentiment général de rétrécissement de ton espace de vie, mais aussi de tes perspectives. Tu vois, quand t'es complètement pris à la gorge par un loyer de fou pour même pas une surface de géniale, etc., t'as un truc psychologiquement, ça te rabougrit aussi, tu vois. Oui, le SMIC a pas augmenté. Bon, après, avec un SMIC, t'achètes pas un appart dans Paris. Mais on va finir dans des studios à 2000. Bah, à New York, c'est le prix. Hein. New York, c'est les prix. Hein. Ouais, oui, oui, ça va être Avec ça des apparts bientôt. Hein. On minuscules pourra et être sûr. Hein. dont le bâti n'est pas rénové et où les murs, c'est du papier à cigarette. Hein. Donc, bref. Et du coup, oui, et donc il y a beaucoup un mythe un petit peu des Parisiens qui ont de la thune, etc. Il y a une strate de Parisiens qui ont de la turbo-thune et tout, mais beaucoup des gentrifieurs, entre guillemets, pour beaucoup, il leur reste pas grand-chose. Enfin, les gentrifieurs, c'est-à-dire, bon, voilà, les gens qui, avec un pouvoir d'achat en théorie plus élevé, vont aller dans des anciens quartiers populaires dont les prix ont tellement flambé qu'en fait, pour eux, c'est limite pareil en termes de reste de pouvoir d'achat, quoi. Et toutes les grosses villes, bah oui, de fou. Encore une fois, après, ça n'empêche pas qu'il y ait des turbo-bourges à Paris, qu'on v'là la thune, qui peuvent aller dans leur petite pâtisserie de bobo, qui a un nom bien bobo, pour prendre des pains bien bobos. Ça existe aussi. Mais t'as cet effet générationnel aussi où t'as de plus en plus de bourgeois qui n'ont pas de thune. Enfin, t'as une descente sociale structurelle progressive, quoi. Donc le Paris populaire, c'est aussi de réaffirmer l'histoire d'un Paris des travailleurs. Oui, en Parce déplacement. qu'on vous parle de Paris, de ses dorures et tout ça, comme si c'est eux qui avaient fait Paris, comme si ce sont les riches, les millionnaires et les milliardaires qui ont fait Paris. Mais Paris n'a pas du tout été construit comme ça, attention. Paris était, le centre de Paris était très populaire. Paris est fait de travailleurs, de travailleuses, d'artisans, de commerçants, de gens. Typiquement, l'histoire du Marais, t'as tellement de gens qui ont un appart dans le Marais, c'est des apparts très sombres, c'est des apparts. Mais parce qu'en fait, c'était les apparts où vivaient les pauvres à l'époque, tu vois. Genre, tu sais, t'as un peu ce truc-là de. Et pourtant, c'est des trucs qui se vendent à des millions. Alors, les gens, ils ont en plus des designers d'intérieur pour leur faire une belle luminosité, etc., etc. Mais tu vois le truc de comment le Marais a été embourgeoisé. Alors, en partie parce qu'il y avait des hôtels particuliers et que pour le ministère de la Culture, c'était intéressant de valoriser le patrimoine, etc. Voilà, bon. Mais t'as eu. Ce qui est intéressant, ouais, c'est le Marais à la base, c'est un quartier ultra populaire. Et en vrai, quand vous regardez, quand vous baladez dans le Marais et que vous regardez le bâti, notamment un peu dans les petites rues du bas Marais, ok, c'est de la vieille pierre, ça remonte parfois même à l'époque médiévale, etc., etc. C'est pas les grands apparts haussmanniens gigantesques, tu vois. Et pourtant, ça coûte le même prix, quoi. Mais du coup, ils vont se faire les poutres apparentes, les machins, etc. Va y avoir ça va designer le bail, quoi. Ou alors ça va péter des murs pour s'agrandir l'appart. C'est Malraux qui a fait ça, oui. C'est André Malraux qui a fait ça. Il a assaini le Marais, en même temps, ça a fait augmenter les prix. Il y a toujours eu des coins riches et des autres pauvres, mais depuis l'après-guerre, ça a gentrifié. Ouais, c'est ça, ça a tout lissé, en fait, en fonction de ta proximité au centre. Je connais quelqu'un dans le Marais tellement sombre et humide, les murs étaient noirs de moisi. Ouais, bah, moi je connaissais quelqu'un, il vivait dans un rez-de-chaussée en fond de cour dans le Marais. Alors bon, ils étaient à plusieurs pour payer le loyer, mais il y avait quasiment pas de fenêtre. Pour les crèches, les EHPAD, les hôpitaux, etc. Il y a un Paris populaire. Pourquoi on aurait honte, en fait, de notre Paris populaire? Pourquoi on devrait le cacher ou lui dire, bah, t'as pas le droit de vivre à Paris? Si tu es employé de banque aujourd'hui, parce que quand je parle du Paris populaire, je suis pas en train de parler juste des petits métiers essentiels, mais auxquels beaucoup de gens ont du mal à s'identifier. Être employé de banque, être chargé de mission, quand vous gagnez 2000, 2300, 2500 euros par mois à Paris, vous n'êtes pas riche du tout. Tu ne peux pas te loger, très difficilement, D'accord. si tu fais pas une colocation avec Exactement. plusieurs personnes. Il y avait même des députés qui se plaignaient qu'ils pouvaient pas se prendre un appart à Paris avec leur salaire de député et qui étaient en mode oui, vraiment, le coût de la vie, il augmente. Ça, bon, là, faut aller se faire foutre. Mais oui, de fond. En réalité, le Paris populaire, moi j'ai envie de dire, c'est tout ce Paris-là. Oui, même en vrai, oui, ils ont détruit les vieux Paris, repoussé les artistes et les occulinats. Bah, typiquement, la destruction du quartier Montparnasse, c'est cette catastrophe. Moi, je me rappelle, je me prenais la tête avec un camarade, enfin, je me prenais pas la tête, mais qui était un vieux, qui venait du 15e arrondissement. Moi, je suis en mode, oh, le 15e, quartier de Bourges, où personne ne vit. Après, t'as des tours moches pour loger de trois gens un peu moins riches que les Bourges. Mais tu sais, j'étais en mode, oh là, le 15e, vraiment inintéressant. Il était en mode, non, moi, à mon époque, quand j'étais gamin, c'était un quartier, t'avais des ouvriers, c'était un quartier ultra populaire, etc. Et genre, c'est juste, ça a été
été niqué le 15e. Mais à l'époque, c'était vraiment le quartier des ouvriers, quoi. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que c'est un des quartiers les plus peuplés, quoi. Donc, c'est ce Paris-là que j'ai envie de faire vivre et de redonner la fierté d'être parisien et puis de mettre fin à la frustration que certains peuvent avoir, de se dire je serai jamais le Parisien de Émilie Paris ou je serai jamais le Parisien qui se trimballe avec un sac à 4000 euros au bras. Enfin, La parisienne de Maître Gims. mais oui, c'est ça. Mais on s'en fiche fondamentalement de ça. Je crois qu'elle avait pas la ref. Sa façon de dire oui, c'est ça, c'est ouais, comme tu dis. C'est très secondaire, hein. Le vrai Parisien populaire, c'est celui qui a aussi des distractions, des loisirs qui correspondent à Oh, notre vision à nous du la loisir à fête. Paris. C'est aussi beaucoup le lien social. On mise beaucoup là-dessus. Nous, notre Paris populaire, c'est on aime passer du temps ensemble. On aime dépenser du temps ensemble. Aller au parc, faire un pique-nique. Dès qu'on a l'occasion de faire un pique-nique, dès qu'on a l'occasion de se retrouver entre amis, de se fréquenter même entre collègues, on aime faire ça. Donc nous, on mise beaucoup sur nos relations humaines. On s'en fout finalement que d'aller dans un lieu où la coupe de champagne est à je sais pas combien, parce que je fréquente pas ces lieux-là. Donc Il y en j'en aura sais rien. toujours de toute Il y en façon. aura toujours, c'est pas le sujet. Mais c'est pas que ça, Paris, loin de là. Donc il est temps de redonner de la valeur à nous autres, les gens qui viennent de province, comme on disait à l'époque, qui sont montés ou descendus à Paris. J'ai sélectionné une photo à Ah, te montrer, Sophia Chikirou. Elle va elle paraît là? apparaître Ouais. sur le grand écran. C'est qui? C'est Nabila. Attends, quoi? Attends, quoi? Oh, qu'est-ce qui cook? Oh, je suis si heureux. Qu'est-ce qui Oh, branle? ah, je sais. Le lien. Qu'est-ce qui cook? Chikirou Nabila. Oh, mais oui. Vas-y, je veux savoir. La femme qui... Allô? Qui allô? La femme qui. Allô? Oui, bon, ça date, hein, ça date d'il y a plusieurs années maintenant. Elle a beaucoup évolué. D'ailleurs, dernièrement, elle était dans une émission sur TF1, qui est le plus nul, animée par Camille Combal. Je trouve que vous avez un petit air. Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Et est-ce que- Nabila vient d'Annemasse, c'est pas loin de Skionzier, c'est la Haute-Savoie. Ah, ok, en mode vous êtes toutes les deux de Haute-Savoie. Ah ouais, je pense Ok, que c'est ça le lien, ouais. started from the bottom. Ok, je vois. Oui, on va revenir. Oui, mais c'est un peu le fou du bus, je suis d'accord. Elle est très belle, cette femme, hein. Elle est très belle, je la trouve très belle. Et Nabila, elle a exprimé ses regrets d'avoir arrêté l'école à la 3e et de ne pas vouloir ça pour ses enfants. Elle a dit l'école, c'était pas si facile pour moi et après le divorce de mes parents, j'ai pu réussir à rester à l'école, ça m'a perturbé. J'ai tout abandonné. Je voulais savoir, voilà, avec Sophia Chikirou, maire de Paris, si Nabila, elle vivait à Paris lorsqu'elle était adolescente, lorsqu'elle était dans son cursus scolaire, est-ce qu'elle aurait eu plus de chances de continuer jusqu'au lycée? Et est-ce que c'est la responsabilité des parents? Est-ce que c'est la responsabilité aussi de Oh, l'éducation? d'accord, oui, je vois où il veut en venir. Ok. Sur l'éducation, sur le truc de Comment, les hein? parents, ils peuvent galérer, mais est-ce que la vision des pouvoirs publics qui aident les gens, même quand les parents peuvent pas. Oui, il est allé chercher loin la question, mais je vois où il veut la ramener. Alors, ça peut pas être que la responsabilité des parents parce que le moment de l'adolescence, qui est souvent le moment du décrochage scolaire, c'est pas un moment facile à gérer pour des parents et parce que l'adolescent lui-même n'est pas dans un moment de sa vie facile à gérer. J'en parle parce que les changements hormonaux qu'on peut connaître à l'adolescence, ce sont des changements hormonaux que les femmes, la force de ces changements hormonaux, les femmes vont les connaître aussi au moment de la ménopause. Ah, ok. Donc, il faut en tenir compte parce que on le sait aujourd'hui, ce sont des changements qui impactent énormément la sensibilité, l'émotion et l'humeur et le bien-être général. L'angle hormone sur l'adolescence, je vois un peu le truc de donner comment dire, une continuité de conditions, quel que soit l'âge des femmes, etc. Mais je réduirais pas ça non plus. Un droit aurait dit. En fait, moi, toujours les hormones, ça dépend toujours comment t'en parles. Parce que c'est vrai que les hormones ont un impact de fait sur ton corps, sur ton rapport à toi-même. Rien que le corps qui change, ça a un impact social sur la façon dont t'es perçu, tu vois. Donc on peut pas non plus dire non, l'adolescence, ça fait rien du tout, tu vois. Mais par contre, pour moi, il y a plus un truc social. Encore une fois, ça veut pas dire que les hormones n'existent pas, tu vois. Genre, mais tu vois, par exemple, quand. Je dis ça parce que quand tu transitionnes, tu vis une seconde puberté. Mais souvent, cette seconde puberté, tu la vis à un moment de ta vie où, de par ton vécu, ton expérience, etc., t'es plus armé pour comprendre ce qui se passe dans ton corps, aussi parce que tu l'as déjà vécu une fois, pour le digérer avec une meilleure stabilité, avec un truc, etc. Donc c'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant d'un point de vue trans de voir pourquoi elle. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle ramène ça à la ménopause. C'est aussi que quand tu vis la ménopause, il y a un côté de redécouverte, mais avec presque une maturité qui te permettrait de mieux en parler, mais je pense aussi un tabou qui fait que c'est aussi difficile de vivre ça, et puis le rapport à l'image du corps des femmes, etc., à la beauté, à la jeunesse qui s'en va, bref, et tout le truc, tu vois.
Je suis curieux dans lequel elle va aller. Donc, au moment de l'adolescence, les parents sont souvent confrontés, sont dans une relation parfois conflictuelle, souvent conflictuelle avec leur enfant. Mais on a plein de gens ont connu ça dans leur famille. Et c'est le moment du décrochage scolaire. Oui, parce que les parents supportent pas que leur enfant commence à réfléchir par eux-mêmes et qu'ils n'arrivent pas à faire le deuil de leur petit enfant qui disait oui maman, bonjour maman et qui pouvait habiller comme une poupée. Pour moi, le discours sur la crise d'adolescence est autant un discours d'éducation pour les parents que pour les enfants. Elle devrait plus être portée sur les parents. Qui peut être lié à un mal-être, qui peut être lié à l'environnement. Là où la puissance publique doit intervenir, soit l'école ou la municipalité, la commune, c'est d'accompagner dans la relation avec l'adolescent et de pas dire aux parents c'est votre faute, c'est votre seule et unique responsabilité, Oui, votre voilà. enfant est perdu, tant pis. On peut pas répondre ça. Comment on agit? Nous, on y a réfléchi très Donc sérieusement. voilà, elle renvoie ça au truc. On peut pas juste culpabiliser les parents parce qu'en plus, ça empire le rapport. Ça empire le rapport à l'adolescence et aux difficultés de l'adolescence, quoi. Il y a des enfants dans certains milieux, c'est pas grave qu'ils décrochent, ils vont se rattraper le coup d'après, d'accord? Les parents sont là, ils assurent le filet de sécurité. Mais oui, c'est clair que chez les Bourges, tu as toujours la possibilité de prendre une année, puis l'école hors contrat pour rattraper, et puis toutes les aides pour passer le bac, etc. Oui. On parle de ceux qui n'ont pas de filet de sécurité, d'accord? Et là, on se dit, là, c'est la puissance publique qui doit assurer le filet de sécurité. Et pourquoi ne pas adapter finalement la formation ou l'encadrement à la personnalité de l'enfant? Parce que l'adolescent, c'est encore un enfant, à la personnalité de l'enfant. Et donc, s'il ne veut plus aller à l'école à l'âge de 16 ans, 15-16 ans, en troisième ou seconde, on peut lui proposer autre chose. Vous savez, c'est pas parce que vous arrêtez vos études pendant 2-3 ans que vous en avez fini avec les études. Les études, on peut les reprendre. On doit avoir la possibilité de les reprendre. Moi, je les ai reprises, mes études. À l'âge de 30 ans, j'ai refait un an d'études, j'ai refait un diplôme. On doit pouvoir avoir cette possibilité de revenir aux études. Si Nabila, j'espère qu'elle transmettra à ses enfants et qu'elle les accompagnera pour qu'ils puissent rester et qu'ils aient le meilleur niveau d'éducation et d'instruction. Mais il y a aussi, si elle-même a cette frustration, il n'est pas trop tard pour passer le bac, par exemple. Il faut qu'elle puisse avoir un accompagnement pour le passer. C'est pour ça qu'on parle de la formation aussi tout au long de la vie, de la formation continue. Ça contribue Et vraiment. puis même pouvoir dire à ses enfants que même s'ils décrochent à un moment, ils pourront toujours reprendre plus tard, qu'il y a des structures qui peuvent les aider. Tu sais, genre parce qu'en vrai, tu sais, il y a beaucoup de cas de décrochage scolaire qui sont liés à d'autres trucs où même avec tout l'amour des parents, t'y arrives pas, tu vois. Genre, tu sais, t'as toujours un truc. Voilà quoi. Et je me rappelle avoir vu une nouvelle d'un homme de plus de 90 ans qui passait le bac parce qu'il n'avait pas pu le passer jeune. C'est bien, c'est une vraie chance. Je te parlais tout à l'heure de mon père, parce que moi, ça m'a beaucoup marqué. Le rapport aux études est très lié à mes parents. Mes parents n'ont pas pu faire d'études pour différentes raisons. Lui, parce qu'il y avait la guerre, elle, pour d'autres raisons encore, mais ils n'ont pas pu faire d'études. Et donc, ils nous ont transmis un amour des études. Et la plus grande réussite de mes parents, c'était que leurs 4 enfants aient non seulement le bac, mais avec des mentions, puis des études supérieures, etc. Ultra classique, notamment dans les parcours d'immigration, etc. de fou. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est le levier de l'émancipation aussi, et de la connaissance, et de progresser soi-même. Et tu aimes apprendre des choses. Bien sûr, et j'allais rajouter et de la liberté, mot qui t'est cher. C'est pour moi, si je devais terminer ma vie demain, la chose la plus importante qui aura le plus compté pour moi, ça a été cette quête de liberté. Pouvoir être libre de choisir. Et s'il y a une chose qui fait que je ne peux rien regretter fondamentalement de ma vie, même si on a toujours des petits regrets par-ci par-là, fondamentalement, c'est que j'ai toujours pu choisir. J'ai eu, grâce à mes parents, grâce à l'éducation, grâce à l'instruction, grâce aussi à ma personnalité et à ce que j'ai fait, j'ai eu le choix. Oui, t'en as qui sont plus forte tête que d'autres, en vrai de vrai. Il y en a, ils sont déjà plus aidés dans leur personnalité. Tout le discours, je le reconnais. Bah oui, Ilyes, bien sûr. Bien sûr. Merci Sophia Chikirou. Ça y est, c'est fini. Ah, c'est plutôt bon signe Tu alors. vois, tu étais inquiet en fait, on pourrait rester là-dessus. J'avais même préparé Non, une je me suis dit petite qu'est-ce qui va se passer J'avais potentiellement, préparé- est-ce qu'elle va quitter mon plateau, Non, je sais jamais. pas. Non, t'es un amour. Je ne parlerai pas, même sous la torture. J'ai trouvé cette carte dans un des jeux de cartes que tu laisses dans la loge invitée. Oui, il y a des petits Et jeux je en me suis effet dit, dans si la jamais j'ai gastronomie. une question qui me plaît pas, je fais ça. C'est génial. En tout cas, c'est Elle très est bien pas mal trouvé. l'idée, tu devrais le. Elle est pas mal. Mais t'as pas eu besoin de la sortir. Non, Bon. tu es adorable, merci beaucoup. Bah, c'est super, Ça s'est très merci bien à toi. passé. J'appréhendais, hein. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parler de soi, Ouais. c'est dur. En vrai, je trouve qu'elle l'a bien fait. Hein. Franchement, elle s'en est bien sortie. Ouais, de fou. Non, c'était une super interview. Oui, ça se voit que le courant est bien passé. Enfin, après, je sais pas si. Tu vois, genre, c'est aussi l'effet que ça te fait quand tu regardes l'interview, etc. Tu vois, genre, C'est ça bien, se- elle a voilà. pu, elle était vachement posée, elle a pu rentrer dans les Ouais. détails, ça a abordé tous les sujets un peu deep et tout, c'est Mhm. cool. Hein. Bah, c'est le format le plus efficace. Et en plus, ça fait vraiment une respiration par rapport au format un peu plus télé, BFM, etc. Non, trop cool. Franchement, ultra bien cette interview. Hein. Tous Ouais, les c'était thèmes très bien. abordés. Encore une fois, une
petite longueur à un moment sur le truc de oh là là, les gens disent ça de toi, etc. Mais après, quand c'est reparti sur le programme et sur la poétique de Paris, voilà, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi. Genre, voilà, quoi. Mais ça fait vraiment du bien de l'avoir dans ce registre-là et dans un format vraiment long où elle peut dérouler. En même temps, ça fait pas redite de son interview sur Radio Nova. Elle a beaucoup plus appuyé sur la fête, par exemple, dans Radio Nova. Alors que là, c'était beaucoup sur les attaques contre elle et ensuite sur un peu un autre pan de la mystique, un peu plus sur le logement, par exemple, sur Paris. Ultra stylé. C'est le genre de truc qui redonne un peu d'espoir pour la campagne parisienne, je trouve. Enfin bon, hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.